Ouais, ça va ou quoi? Bienvenue dans le nouveau local, nouveau podcast. Pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez voir que je ne suis pas dans ma chambre. Je suis dans un nouvel espace de travail. On a eu de nouveaux bureaux. Aujourd'hui, c'est l'histoire de la journée, des 24 heures qui ont changé ma vie. On va parler du drop qui a eu lieu il y a un mois, le 4 février 2023. Le drop de la capsule émotion. Il s'est passé énormément de choses pendant la préparation du drop, pendant le drop en lui-même et le après. Ma vie a changé littéralement, enfin, c'est passé un truc de fou. J'ai enfin le temps de faire un peu un podcast, donc on va parler de tout ça. Je vais d'abord raconter un peu en vif, pour rattraper, pour ceux qui sont pas au courant, l'histoire du drop, les produits, comment on les a créés, les galères avec l'usine, le drop et un peu ce qui s'est passé après. Je vais beaucoup parler de ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui a changé depuis, parce que tout a changé, genre littéralement, tout a changé. Et après, je vous ai aussi demandé de poser des questions si vous étiez curieux, vous voulez savoir des trucs et tout. On va répondre à tout ça. Avant toute chose, déjà, je tenais à dire un truc. Aujourd'hui, je vais parler de beaucoup de choses. On va parler d'argent, genre littéralement, les chiffres. On va parler de ce qui s'est passé dans ma tête. On va parler de plein de notions assez particulières où les gens, des fois, c'est un peu tabou, etc. Moi, je m'en fous, on va en parler. Mais, euh, mais je veux préciser que je vais partager mon expérience, qui est biaisée parce que c'est mon expérience, c'est moi qui ai vécu ça. Des fois, je vais peut-être pas évoquer des idées, je vais peut-être parler de certains trucs que vous n'allez pas forcément comprendre ou valoriser au même point que moi, dans le sens où peut-être des fois je vais bloquer sur un truc qui moi m'a paru très bizarre, etc. Je vais aller à fond dans une idée, mais vous allez peut-être pas la comprendre. Je suis désolé, mais je vais quand même en parler et je veux parler de manière assez libre parce que ce podcast je le fais aussi pour moi avoir une trace de tout ce que j'ai vécu. Et donc voilà, je suis désolé, peut-être qu'il y a des trucs que je pense qu'il y a des trucs que vous n'arriverez pas à comprendre parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Il s'est passé des trucs tellement bizarres et particuliers. Je veux envoyer ces idées et peut-être que 2-3 personnes comprendront, peut-être 100 personnes, peut-être tout le monde comprendra et tant mieux. Mais voilà, peut-être ça va être un peu fouillis, ce sera pas le podcast le plus organisé. En vrai, je le fais beaucoup pour moi celui-ci, mais je pense qu'il y a plein de trucs intéressants à en tirer. Pourquoi je dis que ce drop a changé ma vie? Parce que du coup, avant le drop, en gros, on avait sur le compte de l'entreprise, je sais pas, genre 5000 euros de trésorerie. Littéralement, on avait 5000 euros de cash, pas de local, pas d'autres projets. Littéralement, on avait un drop en stock, et voilà. En vrai, dans ces situations comme ça, moi, je suis pas très stressé. Je sais construire, je sais fabriquer avec 0 euros, avec rien. J'ai toujours fait comme ça. Mais il y avait un moment où j'étais en mode, bon, cette année, il va falloir quand même qu'on se bouge. Donc, je m'étais fixé quelques objectifs pour l'année. Je m'étais dit, au début de l'année, ce serait cool qu'on rechoppe un local, qu'on restructure la boîte, qu'on recrute, qu'on fasse genre 500 000 euros de chiffre sur l'année. Je m'étais en mode, ce serait super de faire tout ça, tu vois. 500 000 euros de chiffre, c'est quand même beaucoup. Enfin, pour moi, je trouve ça vraiment beaucoup. Enfin, surtout qu'on passe de 0 à 500 000. La boîte n'existait pas et faire 500 000 euros entre guillemets en première année, ça aurait été cool. Je m'étais fixé des objectifs comme ça. Franchement, le 500 000, c'est un rêve. Genre, j'étais en mode, si on le fait, c'est fou, tu vois. J'y croyais pas tant. Mais je l'avais écrit en mode, on va quand même essayer d'aller dans cette direction-là. Euh, Pourquoi je dis 500 000? C'est parce que vraiment, je m'étais dit, si je veux commencer à payer Tom, à rémunérer mieux gens, à recruter, on a au moins besoin de tant de trésorerie là parce que voilà. Là, on parle évidemment de sommes d'argent qui peuvent paraître délirantes, 500 000 euros, mais on parle là pas pour un humain, on parle pour une entreprise. Et c'est pas 500 000 euros de gagner, c'est 500 000 euros de vente générée. Sur un produit, on gagne même pas la moitié, enfin donc c'est même pas tant de bénéfices que ça, mais c'est juste pour remettre dans le contexte. Bref, on se retrouve du coup avec pas de local, un projet en stock et pas de cash quoi. On avait commandé une production du coup pour ces nouveaux pulls, 4 nouveaux pulls, travaillés en collaboration avec un artiste, Balcoculus. On avait créé un peu un univers, un concept autour des émotions et tout. Et donc nous on s'est occupé de la production, de la direction un peu artistique, de comment on allait communiquer, la production, enfin tout. Déjà on a pas mal de galères de production. J'ai fait une série de vidéos sur YouTube, de genre 3-4 vidéos de 8 à 10 minutes, qui racontent un peu toutes les galères de production qu'on a eues, parce que y a des moments où vraiment j'ai pété un câble. J'étais en mode, mais est-ce que c'est ça que je dois faire? J'ai eu des gros moments de déprime en fait avant ce projet, parce que j'avais aucune autre carte en stock et j'étais un peu assez perdu. Mais au final on a réussi à fabriquer ces vêtements. Ils arrivent en stock chez moi, bien après le moment où je voulais. Moi je voulais les sortir pour, je sais pas, octobre, novembre normalement. Ils sont sortis en février, mais c'est pas grave. Et voilà, on arrive, on a le stock qui est là, et, euh, et on a le drop qui arrive. Donc quand un drop arrive, on communique. Je commence à communiquer, et directement je vois que ce produit, il a quelque chose de spécial. Tous les posts que je fais, ils deviennent viraux, virales. Euh,
On parle de posts qui fonctionnent bien. Et en fait, c'est assez fou pour une marque de vêtements de se dire que d'habitude, les entreprises, les marques de vêtements, elles sont obligées de faire des placements de produits, la publicité sponsorisée, enfin, tous ces trucs-là de publicité pour faire parler d'elles. Et nous, toujours, on se débrouille pour faire parler de nous sans argent. Et là, c'est un truc de fou comment le contenu qui parlait de nos produits devenait viral. Genre, c'est un truc de fou. Et genre, c'est des millions et des millions et des millions de vues sur Twitter. Sur TikTok, pas mal de vues aussi. Enfin, en un mois, on a doublé notre nombre d'abonnés sur Instagram. On a récupéré des dizaines de milliers de mails sur le site. Enfin, tout a explosé. Mais bon, moi, j'étais en mode, ok, ouais, il y a de l'engouement, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. On avait un stock de environ 200 pièces. Et le jour du drop arrive, je commence à me dire, bon, en vrai, les 200 pièces, elles vont partir, je pense, dans la soirée, il y a moyen, ça va être fou. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a le débat de ce qu'on fait des précommandes, comment on les organise et tout. Et on décide en fait de faire un drop, où en gros les premières commandes seraient en stock, et ce qui serait vendu en plus, s'il y a des ventes en plus, ça serait des précommandes, et ça arriverait un mois et demi plus tard. Classique. Très bonne décision. Très très bonne décision. Parce qu'au final, cette petite décision-là, elle a changé tout, quoi. Donc le drop arrive. Déjà, il y a un premier truc. Moi, je m'étais dit, en voyant ces chiffres et tout, putain, ça se trouve, on va vendre beaucoup, genre 400, 500 pulls. Et moi, je commençais vraiment à rêver, en fait, de faire. Je m'étais dit, si on peut faire 1000 commandes ou 100 000 euros de chiffre, ça serait fou. En un drop, j'ai jamais fait ça. C'est vraiment énorme. Et ça serait vraiment mon rêve, quoi. Mais bon, j'étais en mode, bon, t'enflamme pas trop, on sait pas à quoi s'attendre. Le produit est quand même bizarre. 90 euros, c'est un budget. On a mis les frais de port en payant parce qu'on peut plus faire gratuit. Enfin, plein de trucs qui rajoutaient des inconnus et du mystère et du suspense, quoi. Je savais pas à quoi m'attendre. On arrive le jour du drop, 10 minutes avant que le site il ouvre, il y a déjà 1000 personnes sur le site. Et en général, déjà, j'ai jamais eu 1000 personnes sur le site, déjà juste pour simplement. Et en général, les gens, ils arrivent quoi, à 58, 59, ou à leur pile, quoi. Ils arrivent pas 10 minutes avant. Et le site avance, et on arrive 2000, 3000, 4000 personnes sur le site. Et genre, il reste encore 3-4 minutes avant que le site il ouvre. Et au moment du drop, on devait être genre à 5-6 000 personnes sur le site en même temps. Là, je suis en mode waouh, dinguerie. Donc moi, déjà, juste là, il y a tellement d'informations qui arrivent à la fois, j'arrive pas à suivre. On s'est mis à Clockers. Genre, on a fait le drop avec tous mes potes autour et tout pour vivre ça ensemble sur des moments assez particuliers. Des moments qui marquent une vie, quoi. Et là, ça a vraiment changé ma vie, donc j'étais content de partager ça avec ces gens-là. Mais on ouvre le site. Et déjà, genre, 10 secondes après l'ouverture du site, je vois qu'il y a 2000 personnes qui sont en train d'essayer d'acheter le produit. Genre. 2000 personnes qui ont rajouté au panier. J'ai jamais vu ça. Genre, c'est énorme. Et 2 minutes passent, 3 minutes, on fait 100 000 euros de chiffre. En 3 minutes. 100 000 euros de vente en 3 minutes. Genre, j'ai atteint mon objectif en 3 minutes. Alors que je pensais c'était un rêve et je m'étais fixé en mode, mais jamais on va y arriver. Et en 3 minutes, on le fait. 2 minutes après, on dépasse les 200 000. 214 000 pour être précis. Donc là, on est à minute plus 5, 215 000 euros de chiffre qui rentrent. Et là, moi, je suis totalement... je sais pas ce qui se passe, quoi. Genre, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que dans tous mes calculs, dans toutes mes estimations, même les plus folles, je n'avais pas imaginé que ce serait possible de faire plus que mon rêve, qui était de faire 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. On fait 500 000 euros en 50 minutes. Un demi-million d'euros de vente en 50 minutes. Sans publicité, sans influenceurs rémunérés, rien du tout. Genre vraiment juste le produit, de la bonne com, et genre juste le fruit de notre travail, quoi. Et potentiellement, évidemment, la chance, du timing, ce que vous voulez. Mais moi, je panique. Genre, aucun humain est fait pour déjà représenter tant d'argent, cette charge d'attention, cette charge de tout d'un coup, quoi. Parce que tu passes d'un moment où t'as pas de thunes, où t'es en mode putain, mais est-ce que ça va vraiment mordre un jour? Est-ce que je vais réussir à faire un truc avec ce projet? À te retrouver avec 500 000 euros de vente en 50 minutes. Et le site, on l'a laissé du coup vers 29h. Et en gros, on a drop le samedi à 19h, je crois. Et le dimanche à minuit, j'ai coupé. Et ça a fait genre 650 000 euros de vente, genre 7200 produits vendus, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si les calculs sont bons, mais un peu plus de 650 000, mais en gros, 7200 produits vendus pour 6500, 6400 commandes. Donc, ouais, voilà. Là, dinguerie, tu vois.
Au bout de 500 000, je capte littéralement que ma vie vient de changer. Et tout ça, on le voit dans la vidéo que j'ai postée sur YouTube, mais je lâche une larme, tu vois, genre, je fais un câlin à Tom, je suis en mode, mec, c'est fou, on va pouvoir se payer. On va pouvoir se payer. Moi, je me suis jamais payé jusque-là, genre, je me suis jamais versé un seul salaire avec AV, j'ai toujours réinvesti. Et évidemment, dans du matériel, dans un téléphone, des fois dans des petites expériences de vie, je me payais ma bouffe, mais je me suis jamais versé un salaire pour me rémunérer, j'ai jamais pu gagner de l'argent, économiser quoi que ce soit, non, jamais rien. Encore l'année dernière, j'ai vidé mes économies à cause d'un problème que j'ai eu pour la marque de vêtements. Genre, le projet il m'a toujours plus coûté de l'argent qu'il m'en a rapporté. Et là, au bout de quasiment 6 ans, je suis en mode, putain, je vais pas me payer, quoi. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas eu de transition. On est passé de rien à tout, quoi. Pour donner un ordre d'idée dans les chiffres, et évidemment, je connais pas toutes les marques de vêtements en France, je connais pas toutes les marques de vêtements indés et tout, mais t'as toujours des bruits de couloir, t'essaies d'estimer un peu combien fait X ou Y, et a priori, ça serait un des plus gros drops de marques indé textiles en France, quoi. De ce que je sais. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais je suis pas au courant. Mais des marques dont j'ai les chiffres, où je vois à peu près les volumes, en termes d'intensité sur un moment aussi court et sur un seul produit, il n'y a jamais eu plus. Ce qui est fou. Ce qui est fou. Un truc qui m'a fait kiffer au moment du drop, c'est en gros, nous on est sur Shopify, c'est un peu le logiciel, la plateforme qui nous permet de gérer les sites internet, les commandes et faire tout ça. Et c'est une des solutions les plus utilisées quand tu veux créer une boutique en ligne. Donc on est sur Shopify. Et sur Shopify, quand il y a beaucoup de gens qui essayent d'acheter en même temps, il y a un truc qui se déclenche, mais automatiquement. Tu peux pas le mettre toi-même, tu peux pas le déclencher. C'est vraiment automatique quand il y a beaucoup de trafic. C'est une file d'attente pour acheter. Comme quand tu veux acheter une place de concert ou des paires de chaussures limitées, etc. La seule fois de ma vie où moi j'ai vu la file d'attente Shopify sur un site, c'est sur le site de Pata, quand ils venaient de sortir une de leurs chaussures avec Nike, très attendue. Genre, j'ai jamais vu ça sur une marque indé et tout. Et ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo YouTube que j'ai sortie, on voit le moment où je découvre qu'il y a une file d'attente. Et je suis en mode, ouais, je suis dinguerie. Parce que c'est vraiment une étape de fou. Pour vous dire, genre, plein de dropshippers sur Twitter, de mecs e-commerce et tout, dropshipping, quand ils ont vu qu'il y avait la file d'attente ou quand ils ont vu les chiffres, ils ont pété un câble. Et c'est marrant parce que même eux qui utilisent genre des outils comme ça tous les jours au quotidien, ils voient même pas ce genre de statistiques et de résultats en fait. Mais ouais, à 22 ans, plier 500 000 euros en 150 minutes, c'est bizarre. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé du coup ma vie d'une manière peut-être financière, mais aussi la dimension du projet, le regard des gens, beaucoup. On va parler de tout ça. Et je pense que ce podcast va être beaucoup intéressant pour parler de tout ça parce que c'est des expériences de vie spectaculaires, dans le sens où je reviserai peut-être pas ça 2 fois. Et puis, le vivre une fois, déjà, c'est assez marquant. Et aucun humain n'est fait pour représenter autant d'argent. Enfin, imaginez autant de ventes et d'argent devant toi, c'est pas quantifiable. Tu ne représentes même pas tout ce que tu peux faire. C'est des sommes d'argent qui sont le fruit d'une vie de travail, littéralement. Enfin, j'ai de la chance, j'ai un toit sur la tête et tout, mais je suis pas à plaindre. Mais c'est tellement d'argent, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, je panique parce que du coup, déjà beaucoup d'argent, ça représente de nouvelles responsabilités. On n'est plus un projet, on devient une entreprise qui fonctionne bien, qui tourne, parce qu'on avait relativement peu de coûts et on peut avoir des volumes comme ça super conséquents. Donc c'est fou pour une boîte. Genre là, on va faire le bilan avec des centaines de milliers d'euros de bénéfices. Enfin, c'est fou, quoi. Et tout ça, c'est particulier parce que il n'y a pas eu de transition entre le moment vraiment où on galère et le moment où ça pète. On aurait pu avoir peut-être un drop à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Non, on est passé de notre plus gros record qui était il y a un an et demi, 50 000 en genre 3 jours, ce qui était fou, tu vois, ce qui est vraiment beaucoup déjà, à faire 650 en 29 heures, quoi. C'était assez spécial du coup à vivre mentalement encaissé. Là, j'en parle plus facilement parce que ça fait plus d'un mois quand même que c'est passé et que j'accepte, je représente un peu mieux les choses. Mais je pense que j'arrive toujours pas à quantifier. Surtout que je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini, que ça va se reproduire. Mais voilà. Qui dit du coup autant d'argent dit beaucoup de commandes, beaucoup de clients. Premier problème, le service client. Le service client, on est totalement dépassé. En vrai, on n'est pas dépassé, mais nous, on se sent dépassé. Les clients, ils ont des réponses rapidement, ils ont des réponses à leurs questions, on fait ce qu'ils demandent, etc. Il n'y a aucune galère. En vrai, d'un point de vue client, tu as ta réponse en 24-48 heures, c'est carré, il n'y a aucun souci de leur côté. Mais nous, le travail monstre que c'est pour suivre, on est à 2. Genre, je me rappelle d'un moment dans le train où on rentre,
à minuit après le drop, Tom il fait déjà des mails, il est en mode ah ouais, ça va être chaud. Parce qu'en gros là depuis en un mois on a dû avoir 900 mails clients, alors qu'on n'est pas spécialement fort là-dedans, 900 mails de support pour des changements de taille, changement d'adresse, changement de coloris, changement d'adresse mail, correction d'informations incomplètes, annulation de commande, changement d'avis. Enfin, il y a tellement de cas différents et spéciaux. Et des gens qui essaient de faire des trucs bizarres en demandant des factures, des machins, alors qu'ils ne doivent pas les demander parce que c'est pas leur commande. Enfin, il fallait être très attention, enfin, il fallait faire vraiment attention à pas mal de choses. Et donc voilà, donc on a restructuré tout ça. Moi, mon plus gros défi, du coup, une fois que les commandes passent, c'est en mode, ok, mais comment je vais suivre tout ça? Parce que, bah, pareil, pour gérer 6000 commandes, il faut un local différent, il faut des contrats avec la poste, il faut peut-être des véhicules pour transporter, enfin, tout change. Gérer 100 commandes, tu peux le faire, tu vois, ça se fait depuis chez soi, c'est pas trop une galère. Gérer 500 commandes, ça se fait encore. Gérer 5000 commandes, ça n'a rien à voir. C'est un métier différent. c'est vraiment totalement différent. Et donc, mon travail depuis un mois, c'est tout restructurer. Restructurer EV à l'échelle à laquelle on est, en fait. Une vraie entreprise qui vend des vêtements en e-commerce, qui tourne. Donc, première étape, trouver un local. Parce qu'avant l'Europe, bah, je fais tout depuis ma chambre de 10 mètres carrés et en état, il est en télétravail, quoi. À aucun moment dans ma chambre, je gérais 6000 commandes. À aucun moment. On avait fait un truc. Avant le drop, on avait visité des locaux. Parce qu'on savait qu'on vendrait notre stock, donc on récupérait peut-être 20 000 euros, tu vois. Donc on avait pu commencer à visiter des locaux. On s'est dit, purée, on en avait visité un, on leur avait dit, on le prend, on aura l'argent, faites-nous confiance. Ils étaient en mode, ok, envoyez-nous lundi les documents pour prouver que vous pouvez payer. Lundi, du coup, après le drop. Et le local était génial, genre c'était un petit 90 mètres carrés, centre-ville d'Orléans, bon prix, belle luminosité, genre parfait pour gérer genre 200-300 commandes, c'était parfait. Et au final, ce local se retrouve à être beaucoup trop petit. Et moi je dis à Tom, mais mec, tu vois le local qu'on a visité, qu'on devait signer et tout, bah maintenant il est trop petit. Et les proprios jamais ils vont nous croire en leur disant que finalement on n'y va pas parce que c'est trop petit. Bref, karma, chance, je sais pas ce qui se passe, mais en 5 jours, on visite, négocie et signe le local depuis lequel je vous parle, qui est pas genre 90 mètres carrés, qui est genre 100, qui est 210 mètres carrés. Pareil, centre-ville d'Orléans, espace logistique, bureau, cuisine, tout ce que je voulais. Lumineux, bien placé. Et parfait, quoi. Parfait. Et ça, en 5 jours. Enfin, genre, c'est un truc de fou. Alors que de l'autre local, il nous parlait déjà de délai de 1 mois pour faire la réduction du bail. Enfin, bref, une dinguerie. Et on ne fait qu'enchaîner les trucs de timing comme ça, comme ça, comme ça. Bref, là on est un mois après, les postes logistiques vont bientôt être installés, les commandes arrivent bientôt en France, on va pouvoir expédier tout ça, et voilà, ça tourne. Plus le temps passe, plus je vois ce drop, plus je me dis qu'il y a eu beaucoup de chance par rapport à des timings. Peut-être c'est le destin, peut-être c'est le travail, vous appelez ça comme vous voulez, mais genre par exemple, il y a eu plein d'interactions avec des gens connus, des influenceurs, sans qu'on aille particulièrement en chercher en fait. J'ai pas été là à DM 40 mecs en mode hey, ça te dirait pas de porter notre pull. Non, on n'a pas fait ça une seule fois. On n'a pas demandé de publicité, on n'a pas payé les gens, on n'a pas fait de publicité TikTok, machin, rien. Juste les gens sont intéressés à notre produit, quand ils kiffaient et qu'ils le voulaient, on leur a envoyé. Mais ça a donné lieu à des dingueries. Par exemple, genre 24 heures avant le drop, on a Joyka qui fait 2 stories sur Instagram et en mode il a rien posté de la journée. Il poste juste hey, je viens de recevoir un colis, trop cool, allez voir, il nous identifie et la photo d'après c'est lui qui le porte. Genre 24 heures avant le drop, genre c'est... Quand moi je vois ça, je crois que je lâche une larme et je pète un câble, je suis en mode putain mais c'est une dinguerie que les gens ils voulaient tellement nous aider. Genre, dès le début il y a la routine, ils partagent, il est grave derrière, on parle de fou et il veut pousser le projet à fond. Enfin, on a eu tellement de coups de main, de coups de pouce qui ont contribué au fait que ce drop change ma vie, genre en une soirée quoi. Et ça a été fou. Et j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi les gens voulaient m'aider, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Parce que, comme je dis, on est passé d'une marque où, ouais, forcément, on a une petite commu, des gens qui interagissent avec nous, mais rien de bien transcendant, à vraiment un truc qui devient ultra global, où vraiment beaucoup de gens parlent de nous. Genre, après le drop, il y a tellement de gens connus, ok, qui sont abonnés à moi, machin, ça fait plaisir, toujours. Il y a Link, wesh, Link de le studio, il m'a follow. J'étais en mode, wesh, trop drôle. Pareil, il y a Raciste qui répond au tweet en mode, bien joué, champion. Et pas mal de gens comme ça dont j'admire le travail et qui vraiment ce qu'il fait, qui interagissent avec moi. Et ouais, en fait, EV a passé un step et est devenu une marque implantée mainstream normale, quoi. Et ouais,
je réfléchis encore à essayer de comprendre un peu pourquoi ça l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors, j'ai pas forcément de réponse à tout ce qui s'est passé, mais, euh, mais ça a été très marquant. Voilà. Il y a vraiment eu un moment où je me suis vraiment senti dépassé. Bah, déjà, quand il y a beaucoup de gens ont... Les histoires de partage, d'interaction, nos réseaux, ils ont explosé. Moi, j'arrivais pas à suivre. Et c'est assez particulier. J'ai fait une note pour retrouver un peu tout ce que je voulais dire et pas oublier. Mais ouais, déjà, un truc super intéressant par rapport aux influenceurs, j'ai noté ça. C'est un truc de fou. Alors, j'appelle ça influenceur parce que c'est le nom dans l'industrie. Mais on a eu beaucoup de coups de pouce, bah, comme la routine, Joyka et plein d'autres qui ont parlé de nous. Il y a Horty Wesh dans Popcorn, qui est l'émission sur Twitch. On lui demande, tout le chat, il demande ouais, c'est quoi ton pull et tout. Et Domingo, du coup, il lui demande, qui est le présentateur. Elle répond en mode oh, c'est flub, machin. Et, euh, et c'est fou. Parce qu'en fait, tu te retrouves à avoir plein de gens qui veulent t'aider, qui veulent te faire péter, en fait. Et moi, je trouve ça, c'est toujours trop bizarre ce genre d'interaction parce que t'es en mode, mais j'ai grave envie de vous remercier, mais je sais pas comment faire. Parce que forcément, tu vas dire merci, mais, euh, mais c'est trop bizarre. En fait, les gens veulent t'aider sans forcément de contrepartie. Mais toi, tu te sens tellement redevable ou t'as envie de leur redonner une contrepartie. Genre, la routine, il a fait je sais pas combien de stories, de posts pour pousser le truc. J'étais en mode, mais mec, je sais, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier, quoi. Et en fait, j'ai fini par, je pense, accepter que ces gens-là, ils veulent rien en contrepartie si ce n'est voir toi fonctionner. Et que la plus belle chose que tu pouvais leur rendre était bah, forcément un remerciement et comment dire, les considérer dans leur action. Mais, euh, mais pas forcément de l'argent, pas forcément de rétribution, pas forcément des produits gratuits, juste le fait de... Ils voulaient contribuer au projet. Et en gros, je réfléchis beaucoup à comment je travaille V en permanence, comment on travaille, quel impact je veux avoir. Et je répète non-stop depuis 6 ans que je veux changer la vie des gens autour de moi. Et en fait, ça, c'est ce que je trouve et ce que j'appelle aujourd'hui avoir un impact culturel. Dans le sens où aujourd'hui, FV est une marque implantée dans la culture. On interagit. Par exemple, avant le drop, on a fait un concours avec 99 références. Et le concours, c'était un concours sur Twitter. Et bien, on n'a pas fait un RT follow pour gagner un pull. On a fait un concours créatif où les gens ils pouvaient gagner du matériel pour créer des trucs. Des ordinateurs, tablettes graphiques, des machins. Et, et c'est comme ça, je trouve, qu'on s'implante dans la culture. Je vois beaucoup de marques, là, par exemple, qui reprennent un peu ce qu'on a fait, essayer de faire un peu la même chose pour péter sur des drops. Et c'est très cool, je leur souhaite de péter. Mais à mes yeux, il y a un peu un moment où ils grillent les étapes. Par exemple, il y a Condo Starter, c'est une marque qui fonctionne super bien, qui font des produits qu'on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais qui reprennent un peu les codes de Pokémon et qui font des gilets zippés. Condo Starter, c'est littéralement une marque qui vend des pulls, les expédie et c'est tout. Il n'y a aucune interaction dans la culture, il n'y a pas d'impact culturel. Ils ne contribuent pas à leur milieu, ils n'interagissent pas avec la culture, ils construisent pas. Ils vendent et c'est tout ce qu'ils font. Et moi, j'ai grave peur que dans 5 ans, 10 ans, on m'oublie parce que forcément, la durée de vie bah, d'un créateur, d'un influenceur, d'une marque, bah, c'est limité. Tu peux pas durer toute ta vie, tu peux pas être pertinent toute ta vie. À un moment, tu vieillis, tu te déconnectes, t'es plus tendance, t'es plus cool, et tu peux pas faire grand-chose pour contrer ça. Et, et en fait, ce que je pense être le meilleur atout pour être pertinent dans le temps, c'est juste avoir un impact culturel, c'est construire avec les gens. Et en fait, aujourd'hui, For Education, c'est pas que moi, c'est le mouvement, la culture, la communauté, tout. Et je pense que c'est ce qui me permettra de durer peut-être sur 10 ans, 15 ans, je sais pas encore. Mais ouais, je mise beaucoup sur ce côté d'impact culturel. Et en fait, on l'a vu par exemple avec le drop, c'est que. Eh ben, je me rappelle d'un tweet qu'a fait Aurélien Thomas, où il fait un mème, où vraiment la blague, elle est sur le drop, sur les pulls. Le mème, il fait 2-3 000 likes sur Twitter. 2 ou 3 000, je sais plus. Et enfin, c'est fou d'avoir une blague aussi nichée et pertinente qui fonctionne à une aussi grosse échelle. Et pour moi, si beaucoup de gens relatent à ce qu'il a dit, ce qu'il a fait comme blague, c'est parce que forcément, il y a eu beaucoup d'audience qui a été autour de ce drop, mais aussi parce qu'il y a l'impact culturel. Genre, on contribue à ce qui se passe, on est des acteurs du milieu. Et voilà, bref, peut-être ça expliquait un peu quelques trucs par rapport au drop, mais je voulais beaucoup parler de ça, et le côté un peu rétribution d'influenceur aussi, parce que bah, au bout d'un moment, j'étais gêné que les gens ils veulent pousser autant le truc, quoi. En stream, en vidéo, en story, en machin, ça portait, ça poussait le projet, plus que des potes, des amis, enfin des gens qui étaient amis avec moi, quoi. Et c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou.
Voilà, plein de nouvelles questions. Ma tête, elle a carburé pendant un mois, hein, et c'est toujours le cas, là, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, hein. Ça remet tout en question, c'est terrible. Mais voilà, au moins on a pu parler un peu de ça. Donc voilà, là on est bien installé. Jean, il a un bureau, Tom, il est en face de moi, c'est lumineux, on est bien placé. Et pareil, je vais m'acheter une chaise, je peux, je vais m'acheter un meuble, je peux, je vais acheter des imprimantes pour la logistique, je peux. Là, ce qui est cool, c'est que ce qu'on se disait, c'est que vu qu'on construisait tous nos projets et qu'on les pensait pour les faire avec 0 €, maintenant qu'on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Je vois pas un seul projet où on n'a pas le budget. Si ce n'est peut-être faire, je sais pas, envoyer un truc dans la lune ou je sais pas quoi, encore une fois, ça coûte beaucoup d'argent. Mais on veut faire, je sais pas, un concert, on a les fonds. On veut placer un artiste super connu aux US, on a les fonds. On veut faire une collaboration avec une marque, acheter une licence, on a les fonds. On peut faire ce qu'on veut. Évidemment, c'est limité, on peut pas non plus faire des dingueries, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses là. C'est vraiment un truc de fou. Et quand je dis qu'on a les fonds, c'est aussi par exemple le fait que je vais pouvoir me rémunérer, je vais pouvoir me verser un salaire. Genre c'est fou. C'est fou. Je me suis jamais rémunéré en 6 ans de travail et là, je vais enfin pouvoir. C'est cool. C'est cool parce que, je sais pas, ça m'ouvre de nouvelles portes de fou. Voilà. Mais ouais, il y a un truc aussi très bizarre avec l'argent. On peut partir sur ce segment-là. C'est que on se retrouve avec des sommes d'argent que déjà, je pensais jamais avoir dans ma vie, genre littéralement. Et comment dire, c'est vraiment particulier de gérer des sommes comme ça parce que déjà, vu que FR Vacation, on a toujours essayé d'être toujours le plus transparent, on allait forcément communiquer sur les chiffres. Donc les plus curieux, ils allaient le savoir et tout. Et moi, ça me dérange pas que les gens pensent que. Ou savent qu'on a fait X, Y, j'en parle en podcast, je trouve ça cool. Et puis c'est un bon moyen d'éduquer. Et s'il y a un mec qui se retrouve à faire pareil, voire plus, et qui écoute le podcast, peut-être qu'il saura mieux comment réagir, construire et tout. Enfin, pour moi, c'est bénef. Mais ça a changé beaucoup de choses. Le regard que les gens ont sur nous a extrêmement changé. Et même des gens les plus proches de moi. Que ce soit ma famille, des proches, des anciens potes et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Un truc très marrant, ça, pour le coup, c'est le nombre de gens qui sont revenus me voir. On entend souvent, ouais, quand tu perces, les gens ils viennent te voir. Enfin, c'est des trucs qu'on sait tous. Mais le vivre, c'est impressionnant parce que c'est super flagrant. J'ai reçu peut-être une dizaine de messages. Des gens du collège, du lycée, avec qui je parlais plus, que j'avais oublié, qui n'existaient plus dans ma vie. Et je pense pas que j'existais particulièrement dans la leur. Reviennent te voir en mode, hey, je sais pas si tu te rappelles de moi, machin. Ouais, mon pote, il a une vêtement, ça dirait pas de faire une collab avec lui. Enfin, que des trucs comme ça. Et c'est marrant de voir en fait les gens qui reviennent. Alors, bon, si tu l'expliques de manière très simple, hein, déjà ils sont contents pour toi et ils veulent te féliciter. Ils se rappellent de toi parce que le drop a fait tellement de bruit que ça allait jusqu'à leurs oreilles. Il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est assez marrant de voir le nombre de gens qui reviennent, qui viennent te voir. Voilà, de gens que tu avais oubliés. Pas tous pour gratter, mais tu sens qu'il y a un truc un peu quand même par intérêt et pour être là, quoi. Ça me dérange pas. J'arrive à le voir et à le comprendre, donc c'est pas un problème. Mais voilà. Le côté social a été très bizarre. Par exemple, on reprend un local. On s'installe. Je vais citer un exemple particulier. C'est pas négatif, si la personne écoute ça, c'est pas grave. Mais c'est assez marquant et ça exprimera bien l'idée. Par exemple, une des rares personnes avec qui je parle du lycée encore. Donc un pote un peu de longue date quand même, mais à qui je vois pas beaucoup, mais juste là je lui dis bah tiens on a un nouveau local, passe si tu veux voir et tout, et à fond il est venu. Il vient et premier truc qu'il fait, c'est il fait une story de moi dans le hangar et il dit ouais l'homme aux 500 000 €, tu vois. Et en gros, moi ça m'a fait rire, j'étais en mode bon bizarre un peu, tu vois, il fait ce qu'il veut, je vais pas demander de supprimer, j'ai même pas réagi particulièrement, mais en gros t'es perçu par les gens un peu, j'ai l'impression, comme un trophée. En tout cas, moi, c'était le truc, ou comme une belle paire de chaussures, ou comme un bel objet. Les gens sont peut-être aussi fiers de toi, etc. Mais comment moi, j'ai perçu la story à ce moment-là, que cette personne a fait, c'était en mode... c'est mon interprétation, et je veux pas que ce soit perçu négativement, mais j'ai l'impression que la personne, je faisais en mode, hey, regardez, mon pote, il fait des thunes, quoi. Et c'était un peu bizarre. Enfin, c'était un peu bizarre à vivre, le move aussi. Ça m'a pas, je sais pas, c'était bizarre vu que j'en parle et que je cherche potentiellement à discuter autour de ça. Mais il y a eu pas mal de trucs comme ça où en gros la vision des gens autour de toi change de fou. Genre ça fait peut-être par exemple
un mois, 2 mois, j'ai pas vu de Supram. Bah, en fait, depuis la fin du local, on l'a pas revu. Enfin, si, une fois, je crois. Et on s'était pas revu depuis qu'on avait pris ce local et tout. Et un jour, on le croise par hasard dans Orléans. Un des derniers jours, parce que là, il bouge Orléans. Et, euh, et comment il nous appelle? Ouais, alors, comment ça va les millionnaires? Et en gros, t'es perçu beaucoup par ce que tu représentes de manière financière. Et lui, il l'a pas fait en mode négatif du tout. Je pense que c'était en mode, ah, cool, les gars, ça a bien fonctionné et tout. Je pense que c'était aussi le manière de le dire. Mais en gros, de toute façon, les gens, ils travaillent toute leur vie pour gagner de l'argent et ils cherchent beaucoup ça. Et donc, forcément, c'est un sujet qui brille, qui est peut-être le point de concentration numéro un. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'en gros, le sujet de conversation de tes proches est beaucoup centré aussi sur l'argent. Beaucoup plus que si t'es heureux, ou si tu vas arriver à suivre, ou si tu as besoin d'aide. En vrai, de l'aide, on m'en a proposé. Mais le sujet de l'argent revient beaucoup, 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 beaucoup. Et ça avait un côté un peu fatigant et déstabilisant parce que tu le veuilles ou non, les gens te perçoivent de manière différente. Et ça me dérange un peu. Je sais pas si ça me dérange en fait, c'est juste particulier, j'étais pas prêt pour ça. Comme j'étais pas prêt pour le drop et pour tout ce qui arrive. Je perçois pas forcément tout ça de manière négative, mais je sais pas encore comment l'appréhender et interagir avec. Euh, Parce que bah les gens imaginent des trucs, machin et tout, mais la vérité c'est que je suis toujours dans un lit, dans une chambre chez mes parents, un lit, une place, tout petit, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'appart, je voyage pas, je prends pas de vacances, et aujourd'hui je me suis toujours pas versé de salaire, donc en fait, t'as beau m'appeler comme tu veux et penser que je suis riche, au final, mon train de vie ne change absolument pas. J'ai fait peut-être, allez, 15-20% de Uber Eats en plus que d'habitude, mais c'est tout ce qui change. Enfin ouais, c'est assez particulier. Peut-être que des gens vont écouter ce podcast et vont se dire, ah ouais, du coup, trop bizarre, faut pas que je parle et faut pas que j'aille interagir. Peut-être que les gens vont prendre peur du coup d'interagir suite à ce que je dis. N'ayez pas peur, faites ce que, comme vous le sentez. Enfin, interagissez avec le projet, avec la marque comme vous voulez. Pour moi, je vois pas de changement et tout. Et en fait, même les actions que j'ai citées plus tôt, elles sont pas forcément négatives. C'est juste ma perception qui évolue et le contexte qui change. Mais c'est pas parce que les gens font ça que forcément c'est bizarre et que c'est négatif. Pas forcément. Juste, c'est des trucs que j'ai relevés que je trouvais intéressants à vous partager. Le coup de Supram, le coup de mon pote et tout. Je veux pas que les gens prennent peur et veuillent plus interagir avec nous sous peur que je vois ça d'un œil négatif, alors qu'au final c'est juste une question d'expérience, de trucs que j'ai vécu que je veux partager, mais c'est pas forcément négatif. Voilà, j'essaie d'exprimer mes idées de mieux en mieux. D'ailleurs, je trouve que je développe un petit peu plus mon vocabulaire, j'utilise plus de mots que d'habitude. Pas que je m'exprime encore à la perfection, mais c'est un sujet que j'avais le temps d'essayer de parler mieux, quoi. Et je trouve que j'y arrive un petit peu mieux. Voilà. Donc ouais, l'argent, le statut, c'est spé. Un truc aussi, en gros, j'ai jamais spécialement cherché à avoir une marque de vêtements, j'ai toujours fait du textile, j'ai voulu créer. Et, et je me suis retrouvé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, avoir beaucoup du coup de commandes. Et, euh, et ça faisait de changer de dimension. Et j'étais en mode, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, Maxime? Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une boîte et de gérer une entreprise qui gère des 5000, 10 000 commandes par mois et qui fait du chiffre? Et, et beaucoup de gens vont te dire, mais oui, forcément, t'as envie parce que tu fais de l'argent, machin et tout. Mais en vrai, je sais pas si c'est ce que j'ai envie. Genre, j'ai peut-être atteint la fin de ce que je cherchais sur Forever Vacation du côté textile. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais. Et peut-être que mes pensées elles vont disparaître dans 2 mois. Je vais me trouver totalement débile ce que je dis aujourd'hui, mais. Comment dire? C'est compliqué à amener cette idée-là sans qu'on me taille ou qu'on capte pas ce que je veux dire et qu'on interprète bizarre, mais toute ma vie, pendant 22 ans, tu construis ta vision en mode, peut-être qu'un jour tu pourras faire ceci, faire cela, euh, et tu te construis des buts, des objectifs. J'avais fait une petite liste et tout, de trucs que je voulais faire dans ma vie et tout. Et tu te retrouves du jour au lendemain à tout cocher. Et t'es en mode, bah t'as fait tout ce que tu voulais de ta vie, t'as atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés, et et t'es en mode, bah merde quoi. Qu'est-ce que tu vises après? Peut-être que j'avais pas développé ma vision assez loin. Et c'est là, ce genre de moment où je dis c'est très bizarre, vous pourrez peut-être pas comprendre ce que je dis sans le vivre, mais par exemple, souvent, j'avais parlé plusieurs fois des gens autour de moi et tout, mais par exemple, tu veux devenir youtubeur, tu te fixes l'objectif d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube, mais c'est débile comme objectif parce que le jour où tu les as, t'es perdu et tu sais plus quoi faire d'autre.
et des gens des fois dépriment après avoir atteint des objectifs de fou. Et c'est un peu ce qui se passe là, toujours, et depuis le drop, c'est que je suis content de l'avoir fait, je l'ai coché, mais là je sais plus forcément ce que je veux faire de ma vie, quoi. Dans le sens où je sais que je peux le refaire, je sais comment le refaire, je vais vous montrer de toute façon que je vais réussir à le refaire, mais est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie? Parce que je me rappelle vraiment de ce moment qui était assez fou. Donc on s'est tous retrouvés à Paris pour le drop, le 4 février, et ensuite on rentrait en train avec Maximo, Tom et Oulala, Samy. Et je suis dans le train, je parle avec Oulala et tout. Tom il fait le SAV, Maxime il dort. et, euh, et je suis là, je suis dans le train et je suis en mode mais... Ouais putain, c'est fou, on vient de faire 1,5 million d'euros, mais je suis absolument pas plus heureux. Même pas 1% plus heureux. Voire même, j'étais un peu moins heureux. J'étais déjà tellement heureux dans le processus de créer, de communiquer, de construire le projet, que l'argent ne m'a vraiment pas rendu plus heureux. Au contraire, plus je vis le truc là, plus l'argent rajoute des problèmes. Des problèmes intéressants, peut-être, oui ou non. Peut-être vous allez trouver ça culotté ce que je dis, peu importe. Interprétez comme ça comme vous voulez. Mais l'argent a complexifié tous les calculs. Et je suis clairement pas plus heureux avec l'argent. En vrai, j'en ai tellement rien à foutre. C'est terrible de dire ça comme ça. Terrible peut-être pour mes proches qui ont besoin d'argent pour tout, pour tout. Mais ça me rend pas plus heureux que du tout. Et c'est trop bizarre à vivre, à dire et tout. Mais voilà. Et je suis beaucoup, là, je suis beaucoup au après et tout. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire d'FV? Qu'est-ce que je veux proposer? Parce que si c'est juste, ok, maintenant tu vas faire, du coup, l'objectif c'est de faire que des drops de plus en plus gros et de vendre de plus en plus, bah, je vous jure que ça m'intéressait vraiment pas. Genre, pour moi, là, c'est pas la course à faire 1 million en 24 heures maintenant et tout. Si on le fait, tant mieux, c'est cool. Mais c'est pas ça qui me rendra heureux. Genre, vraiment, ça sera juste des galères en plus à gérer. La vérité, ce sera juste ça. Et du coup, je réfléchis à la suite, quoi. C'est quoi la suite? Maintenant que j'ai coché tout ce que je voulais faire. Quand je parlais d'objectifs que je m'étais fixé pendant 22 ans, là, c'est que bah, toute ta vie, tu construis l'objectif en mode j'ai envie de faire ça de ma vie. Je veux faire ça, dans ma vie, j'ai envie de faire ceci, cela. Sauf qu'on parle d'une vie entière. Et moi, j'ai coché les trucs que je m'étais fixé à faire dans ma vie à 22 ans. Je me retrouve à être en mode mais putain, mais j'ai jamais vu assez loin en fait. J'aurais dû voir beaucoup plus loin, j'aurais dû me fixer des objectifs beaucoup plus lointains. Mais je pensais tellement jamais atteindre ce qui se passe là en fait. Peut-être que je croyais pas suffisamment en moi, peut-être que j'avais pas une vision assez développée, peut-être que je regardais pas des références plus lointaines. Mais je me retrouve frustré par le fait de ne pas avoir vu plus loin parce que je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Forcément, là, on a prévu des vêtements, des drops, il y a des trucs qui arrivent. Mais je parle au global, genre... à quoi bon? Enfin... C'est grave des discussions que j'ai eues et c'est très compliqué parce que j'ai eu très peu de personnes en face de moi qui arrivaient à comprendre et échanger sur ce sujet-là. Parce que c'est des situations que tu peux comprendre et interagir avec que si tu les vis, j'ai l'impression. Et pas grand monde vit ce genre de situation. Ou alors l'expérience de ma manière et tout. Et peut-être que c'est frustrant parce que j'en parle, peut-être que je dédie un segment, je sais pas, de 10-15 minutes. Et vous qui écoutez ça, vous n'allez pas comprendre. Tant pis. J'exprime l'idée du mieux que je peux. Et de toute façon, je le fais pour moi ce podcast. Mais ouais, frustrant. Frustrant de fou. Et en fait, le plus gros défi là, bah, pour la boîte, c'est de structurer et de suivre, que tout se passe bien. Je vais le faire à l'aise, sans problème. Mais le plus gros vrai défi, c'est qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est quoi la suite? Je parlais beaucoup d'évolution d'FV, de qu'est-ce qu'on va faire par la suite et tout. Et du coup, ça fait longtemps que j'en parle. Le 21 mars, donc dans 12 jours, putain, c'est bientôt, on va faire un live sur le site de FV. On annoncera l'horaire, etc. par mail et sur les réseaux sociaux. On va faire un live où on va faire pas mal d'annonces parce qu'FV va changer, va évoluer. On a des choses à vous montrer, à vous présenter, à échanger. On aura des trucs, des projets sur lesquels il faudra que vous vous inscriviez et tout si ça vous intéresse. Mais EV va changer et ça va peut-être... En fait, c'est surtout une tentative de trouver quelque chose d'autre pour m'animer au quotidien. EV va changer, vous allez voir.
Et donc, je vous donne rendez-vous le 21 mars sur le site d'AV pour suivre tout ça. Ça sera pas long, hein, ça sera 10, 15, peut-être 20 minutes de live où je vais discuter de ce que je veux faire, comme un podcast en fait, mais de manière un peu plus pro et organisée quand même. Et voilà, ça va signer plein de changements. Assez intéressant quand même, arrêtez pas à ce moment-là. Voilà. Voilà un peu tout. Mais ouais, non, le côté social, bizarre de fou quoi. Je vais essayer du coup d'acheter un appartement. Ça va être un objectif pour, je sais pas, l'année qui suit, ou je sais pas, entre 1 et 3 ans, si je peux acheter, dans 1 ou 3 ans, acheter un appart, ce serait cool. Parce que quoi qu'il arrive, il va bientôt falloir que je quitte chez mes parents. Et donc, quitte à payer un loyer, autant essayer de choper un apport et acheter un appart. Ça va être un peu le projet. Et si du coup ce drop peut me permettre de repartir avec un appart, c'est cool. Mais encore une fois, ça me rendra vraiment pas plus heureux. Si j'achète un appart, c'est juste pour, si j'ai des gosses plus tard, mes gosses, pour ma famille, pour mon frère, peu importe. Mais je fais pas trop pour moi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire. J'ai pas l'impression de le faire pour moi en tout cas. Voilà, je vais essayer de faire ça. Acheter un appart perso, et je kifferais aussi acheter un local pro. Ça serait cool, parce que là, on a quand même 2000 € de loyer qui partent par mois. Plus l'assurance, plus l'électricité, plus Internet et les divers abonnements. Donc ça fait un sacré coup, et si on pourrait enlever une bonne partie en achetant, ce serait cool. Enfin, pas forcément enlever, mais capitaliser sur une partie de ce loyer en investissant, ce serait cool. Bref, détails techniques. Et voilà quoi. N'hésitez pas, hein, s'il y a des trucs qui vous font réagir et que vous voulez en parler en message sur Insta et tout, moi je suis grave ouvert. C'est pas du tout un appel à la lettre de ce podcast ou quoi que ce soit, hein, parce qu'en vrai je vais me débrouiller, et le but d'une vie justement c'est de travailler sur ces trucs-là, sur qu'est-ce que tu veux faire. Enfin en tout cas le but d'une vie à mes yeux, c'est de développer son esprit, construire un peu sa vision et tout. Et je vais le faire tout seul. Mais si vous voulez y contribuer, échanger un message, réagir à un moment, n'hésitez surtout pas, hein, je suis grave ouvert. Peut-être je répondrai pas dans la minute, mais je ferai tout pour vous répondre et échanger à ce sujet, ça m'intéresse. Mais voilà. Donc là, où est-ce qu'on en est On est toujours 3 gens qui bossent en freelance avec nous pour le moment. J'aimerais bien salarier un peu tout le monde. Je pense pas qu'on ait les fonds pour l'instant. Un SMIC salarié en CDI, c'est genre 34 000 € par an. Et sur le pull, pour ceux qui se demandent, on va marger à un peu plus de 20%, je pense. Donc c'est bien, mais c'est pas assez pour se permettre de prendre un engagement aussi sérieux que de salarier les gens. Donc voilà, réfléchis un peu à tout à ça. Peut-être j'en parlerai si je prends des décisions par rapport à tout ça. Ça peut être intéressant de le documenter aussi. Mais en tout cas, on va pouvoir commencer à se payer un peu, c'est sûr. Mais salariés, je sais pas. Il va falloir qu'on fasse plus de marge ou plus de ventes, quoi. Où est-ce qu'on en est d'autres? Du coup, c'est l'évolution. Le live va vraiment être intéressant. J'ai plein de choses à vous dire que j'ai pas dit en podcast, que j'ai jamais dit, de projets, d'idées que je veux évoquer avec vous. Et je voulais marquer les 21 mars parce qu'en fait, c'est l'anniversaire des 6 ans de Forever Vacation. Les 21 mars, ça fera du coup 6 ans jour pour jour que j'aurais créé la marque de vêtements. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de prendre la parole, d'échanger là-dessus, quoi. Voilà, en vrai là on a pu déjà aborder pas mal de points sur le drop. Peut-être que j'en reparlerai en podcast après si ma vision évolue, s'améliore, peu importe. Voilà. Est-ce qu'il y a des points que je vais absolument aborder avant de répondre aux questions et tout? Je sais pas. En vrai voilà, je m'étais noté quoi? Que l'argent ne rend pas heureux, et c'est tellement vrai. J'ai été beaucoup plus heureux dans la construction du projet et dans la satisfaction personnelle d'un résultat qui n'est pas forcément financier, mais plus d'avancée et d'évolution de l'esprit, de la vision des projets, du social, de tout ce que vous voulez, plus que par l'argent qui est un des résultats de ce qu'on a fait. J'étais genre, je me rappelle un moment où j'étais juste en vélo et je roulais pour aller en ville ou à Paris ou je sais plus. Je faisais du vélo, j'étais avec ma musique et j'étais en mode mais mec, je suis tellement heureux. Et j'étais à un moment, vraiment ce moment-là, je me suis dit mais il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où j'étais aussi heureux que ce moment-là. Il y a des périodes de genre, il y a encore un an, tu vois. Il y a encore un an. Et en vrai, je sais pas, moi, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Il y a encore un an, je pensais, j'étais en mode, putain, fais chier, quelle vie. Il y a des moments où je déprimais de fou, quoi. En mode, ouais, non, je sais pas, c'est trop bizarre à aborder ça en podcast. Je suis pas prêt. Mais il y a encore un an, j'étais triste de fou, quoi. Et sur plein de trucs où je me remettais beaucoup en question, où j'avais envie de tout arrêter, machin et tout.
Mais et là, je faisais juste du vélo et j'étais en mode, putain, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et j'étais vraiment en train de me dire, mais je suis en train de vivre la meilleure semaine de ma vie, le meilleur mois de ma vie. Par le fait de réussir à construire un projet, communiquer, rendre heureux les gens autour de moi. L'artiste avec lequel on a bossé, il a explosé sur les réseaux sociaux. Euh, et bientôt, on va pouvoir le payer. Là, il va être tellement content. Euh, Construire un projet, quoi. Tout ça, ça me rendait tellement heureux. Voir que les gens partageaient, que s'intéressaient à ce que je faisais, interagissaient, commentaient, réagissaient, enfin tout, quoi. Et ça me rendait tellement heureux. Beaucoup plus que le moment dans le train où je suis en mode, où je regarde Stripe et je suis en mode, oh bah cool, je vais avoir un virement. Pas du tout, c'est tellement naze ça. Enfin, voilà. L'argent rend vraiment pas heureux. Et c'est bidon comme phrase. Oui, c'est un super outil. On va faire des trucs géniaux avec l'argent que vous nous avez accordé. Ça, y a aucun doute là-dessus. Tellement de portes s'ouvrent, tellement de nouveaux projets vont pouvoir être créés. Mais si on parle juste d'argent par rapport au lien du bonheur, dans mon cas, pour l'instant, j'en ai pas fait l'expérience. Probablement que je pourrais faire des trucs cool avec qui m'ont rendu un peu plus heureux, mais j'arrive déjà à être tellement heureux sans. Bref, peut-être que je suis déjà juste ultra privilégié et génial, quoi. Mais voilà. La suite. Je suis désolé, hein, ce podcast, j'ai passé peut-être pour un gros connard à parler comme ça, mais au moins vous aurez mes idées les plus crues et la version la plus authentique de moi, même si dans les podcasts ça a toujours été comme ça. Je veux vraiment partager mes idées comme elles viennent. Là, j'enregistre ça ce soir et je pense que je passerai ça demain, quoi. Un truc qui a changé du coup aussi, je parlais beaucoup de social et tout. Ça, c'est plus du coup la dimension business, mais en gros, peut-être c'est moi aussi qui ai changé, qui ai pris confiance en mon business. Mais en gros, on interagit beaucoup avec des entreprises, des services, des boîtes pour gérer tout ce qui va être la logistique, les machins et tout. Et en gros, vu l'argent qu'on représente et vu comment on pèse maintenant, c'est beaucoup plus facile de négocier. Hein. Les gens, ils se déplacent, ils répondent au téléphone, ils sont disponibles, ils te filent 15 cartes de visite, que ce soit tous les services que tu utilises, machin, ils se battent en fait pour t'avoir. Et ils se mettent plus ou moins à genoux ils se plient à toi. Je me rappelle le moment où je négocie des trucs qu'on a achetés et tout. Là, je me permets de négocier ce que je faisais pas avant. Et j'étais en mode, mais ça ne peut plus arriver, je veux plus de ça. Et ils se mode, oui, machin et tout. Et au final, c'est vrai que ça arrive plus. Enfin, tu commences à avoir un pouvoir de négociation. Et en gros, là où avant, t'es un gosse de 22 piges qui fait un projet, là, t'es un chef d'entreprise. En tout cas, t'es perçu comme, pas un chef d'entreprise, mais t'es perçu comme du cash pour beaucoup de personnes. Du coup, ils sont prêts à être beaucoup plus flexibles sur pas mal de points. Même des logiciels que j'utilisais, ils sont en mode on va essayer de voir si on peut pas faire un arrangement et tout. Enfin, les gens se plient, te proposent des trucs qu'ils te proposent pas normalement, quoi. Et ça, c'est cool. Et du coup, j'utilise ça à fond, le fait de savoir que je peux négocier. Peut-être j'ai pris confiance aussi. Peut-être je suis beaucoup plus rentre dedans et que j'ai moins de peur de dire les choses parce que je sais que les gens ont besoin de moi et que ils me lâcheront pas ce qu'ils auraient pu faire avant. Je sais pas. En tout cas, c'est assez intéressant et j'en profite à fond. De toute façon, faut être. Je suis peut-être un peu plus requin sur le business. Et voilà. En vrai, là, j'ai noté un peu tous les points. Les autres, c'est pas forcément adapté à ce podcast. J'en parlerai dans d'autres podcasts. Mais c'est assez intéressant. Maintenant, je vais essayer de répondre un peu aux questions que vous avez posées. J'ai fait du coup 2 stories. On va voir ça tous ensemble. Où sont les archives Instagram? Paramètres. Où est-ce qu'elles sont les archives Instagram? En gros, j'ai fait 2 stories sur mon compte perso et sur mon compte privé, et où je vous demande un peu si vous voulez savoir des trucs, quoi. Et voilà, c'est bon, j'en ai. Alors, pourquoi ne pas vivre complètement de ton projet en te versant un salaire? Très bonne question. Du coup, merci Sorène pour ta question. Pourquoi ne pas vivre complètement du projet? Parce que déjà j'ai la chance et le privilège, vous appelez ça comme vous voulez, de ne pas avoir besoin de me verser d'argent, dans le sens où je vis chez mes parents, donc j'ai pas besoin de me mettre un toit sur la tête. Mes dépenses sont très légères, et en fait la plupart des dépenses que je fais, c'est pour travailler, donc ça peut passer en frais. Quand je mange en dehors de chez mes parents, c'est que je suis au travail, donc ça passe dans les frais de la société. Quand je me déplace pour aller à Paris, c'est pour le travail, donc ça passe dans les frais de la société. Et les seules dépenses que je fais, ça va être occasionnellement un concert, un truc comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de dépenses pro, donc pas besoin de me verser un salaire. J'aurais pu me verser un salaire pour commencer à économiser, etc. Mais déjà, je préférais largement payer Jean, par exemple, dans l'équipe, plutôt que moi avant. Parce que déjà, moi, je sais pas, en vrai, juste pour
on peut pas se le permettre en termes d'argent. Parce que, dites-vous que ça fait des mois que je paye Jean. Et comme je l'ai dit au début, on n'avait pas d'argent dans la boîte. On avait genre 5 000 euros de trésorerie. Et moi, je paye Jean tous les mois, comme un salaire, quoi. Et donc, si je me versais encore plus à mon salaire et tout, ça devenait vraiment compliqué. Et je fais le choix de ne pas me payer parce que ça mettait en difficulté la boîte et je préfère tout réinvestir. Maintenant qu'on n'est plus du tout sur des questions d'insécurité par rapport à la santé financière de la boîte, je vais me rémunérer. Parce que de toute façon, il va falloir que je commence à le faire. Mais du coup, avant, je le faisais pas parce que ça m'intéressait pas. On pouvait pas se le permettre. Mais ceci dit, si je me versais un salaire et je me forçais à m'en verser un, peut-être ça aurait mis beaucoup plus de pression et je me serais beaucoup plus rapidement bougé pour me payer. Donc voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, la réponse, pourquoi je le faisais pas, parce que je pouvais pas, je voulais pas et j'en avais pas forcément envie en fait. J'avais la chance de pas en avoir besoin. Ce qui est une chance incroyable. Quel est le process pour gérer autant de commandes d'un coup? Premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris un contrat pro avec la Poste. En gros, quand tu fais des volumes de commandes beaucoup plus gros, c'est intéressant d'aller négocier ton contrat avec la Poste, donc aller avec eux et leur dire, écoutez, moi je m'engage à faire 10 000, 15 000, 50 000 commandes dans l'année, et par contre vous me trouvez un tarif beaucoup plus avantageux que ce que je paye là. Et donc on allait négocier un contrat avec la Poste, on s'est engagé sur un nombre de colis sur l'année, et sur des services, etc. Et donc c'est le premier truc qu'on a fait, qui permet par exemple de gagner 30-40 centimes par expédition, sauf que sur 6 000 commandes, c'est vraiment intéressant. Ensuite, prendre un local, j'ai raconté, et là du coup on va installer 2 postes logistiques avec des petits ordinateurs, des écrans, des imprimantes dédiées, pour que en fait il y ait des mecs qui puissent bosser sur la logistique pendant que moi je peux être en train de préparer les commandes, gérer le futur de la marque ici. Et puis c'est un petit kiff perso de se dire qu'on a des postes logistiques. Un peu comme Amazon, si tu veux. T'as déjà peut-être vu des vidéos sur TikTok où ils préparent des commandes, on aura ça en fait en interne. Et le plus gros souci, c'est le SAV, mais du coup, nous on a utilisé Zendesk, qui fonctionne plutôt bien, qui est un service qui coûte 19 euros par mois par compte de SAV. Vu qu'on est deux, ça nous coûte 40 balles par mois. C'est un budget. Si t'as pas les moyens, c'est que t'en as certainement pas besoin, en fait. Mais là, on se le permet et franchement, ça simplifie beaucoup les traitements des demandes au SAV. Peut-être tu as des alternatives moins chères. Faut diguer. Mais gros problème, en gros, la production, c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout, mais ce sont des NIT, donc c'est en grande partie des machines qui font tout en fait. C'est une machine qui imprime, c'est une machine qui fait la matière. L'humain, il intervient que pour faire 3 coutures, genre littéralement, et mettre l'étiquette. Donc c'est assez facile à faire même en volume parce que c'est qu'une machine qui fait tout. Pas besoin de plus d'humains, c'est juste une machine. Donc ça tourne 24 heures sur 24 et ils font que ça. Les machines, elles tournent non-stop et voilà quoi. Donc l'usine, elle a pas eu de galère à suivre. Là, ils m'envoient des vidéos tous les jours. C'est vachement intéressant. Ça produit à fond. Là, ils ont fait, je crois, ils doivent être à 7 ou 8 000 pulls faits. Il reste plus que les impressions à faire sur, je sais pas, 2 tiers ou 1 tiers. Donc ça va assez vite en fait. La production n'était pas un problème. L'import, on a pris du coup un agent. C'est une entreprise qui va gérer du coup le fait de prendre les quasiment 500 cartons de Chine et les ramener ici. Ça avant, on faisait confiance directement à l'usine qui avait son partenaire, mais là on passe par un partenaire en France. Mais voilà, en gros, voilà ce qui a changé. Et l'espace. Voilà. Est-ce que les visuels dits artistiques ont encore de la place dans la SAP? En gros, est-ce que ça sert à quelque chose de préparer des visuels artistiques? Moi, je l'ai fait là. Du coup, pour moi, les vêtements sont vraiment comme des tableaux, des œuvres d'art, littéralement. Et ça fonctionne. Moi, je pense que oui, à fond. Au global, sur les réseaux sociaux, sur Internet, je pense qu'on va... Plus le temps passe, plus il y aura encore plus d'artisans, d'artistes et de gens qui fabriquent avec leurs mains. Les réseaux sociaux tendent vraiment à pousser tout ce qui est l'esthétique fait à la main, artisanal, etc. Et donc tout ce qui va être l'art, le fait de faire soi-même et tout, peut être poussé par les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est encore la place dans la SAP, dans le sens où, d'un point de vue communication, c'est facile. D'un point de vue pertinence graphique, là, c'est selon les goûts et les couleurs, ça se critique pas, tu vois. Mais en termes de produits, je pense que c'est toujours intéressant de créer des trucs artistiques à fond. Moi, là, on va grave faire des trucs comme ça. Comment tu te sens face à cette réussite? Est-ce que tu as halluciné ou t'es resté objectif? J'arrive toujours pas à suivre. Tu vois. Quand vous avez écouté le podcast avant, vous voyez que je galère encore un peu à m'en remettre. Mais c'est cool, c'est des problèmes intéressants. Intéressant parce que c'est des trucs que j'ai jamais vécu, donc j'apprends. Mais voilà.
J'ai pas de questions, mais juste Youpi pour les podcasts, ça me manquait. Parfait, avec plaisir. Avec plaisir. Tu penses de changer de type de vêtements pour les prochains drops? Ouais, de fou. Les prochains drops, je sais pas si ça sera le prochain drop, mais on prévoit là, par exemple, une veste, un pantalon. Enfin, on va sortir du knit. Juste, il nous fallait du temps pour travailler sur de nouvelles pièces. Et on a le temps là, donc on prépare de nouveaux trucs. En dehors de juste du pull en maille que vous avez l'habitude de voir. Tu penses que le résultat de ce drop fait l'effet d'une finalité ou bien d'un commencement? Je pense pas qu'on aura dès demain un drop où on refera plus 500 000 euros, parce que déjà c'est fou. Mais en vrai, je suis assez convaincu que j'ai compris la recette. Dès que maintenant je note de fou. Dès que je comprends un nouveau truc sur pourquoi ça s'est passé, je le note. Et j'ai réussi un peu à construire un peu une recette de pourquoi, selon moi, ça a fonctionné. J'ai pas mal de facteurs. Et en fait, du coup, là, on crée pas mal de nouveaux produits avec Jean et Tom. Et à chaque fois, j'essaye de, quand ça s'y prête pas toujours, mais quand ça s'y prête, essayer de créer de nouveaux produits selon cette recette. En gros, plusieurs points à checker et essayer de voir si ça correspond un peu à tout. Donc je pense que c'est le début d'un commencement. Si j'en ai envie et que je veux refaire des vêtements et des gros coups comme ça, et que je construis les produits pour l'être, je pense qu'on peut le refaire. Je pense que c'est le début de quelque chose de nouveau dans le sens où là on a enfin le moyen de créer tellement de nouveaux projets. Voilà, je pense pas que ce soit la fin en quoi que ce soit. On verra. On verra. Moi j'ai confiance sur le fait que ça va se reproduire. Je pense pas que c'est notre prime en fait. Je pense qu'on peut aller encore bien plus loin. Déjà il faut se dire que là, ce produit-là, il n'y a que les francophones qui le connaissent. Dites-vous que on n'est peut-être qu'à 20 ou 30% du potentiel du produit et de ce qu'on sait, dans le sens où si on refait la même chose aux US, en Allemagne, en Italie, peut-être qu'on pourrait doubler, tripler notre volume de vente en fait. On verra. T'as pas eu peur que l'usine bâcle les pièces produites après le drop vu la quantité? Bah, très bonne question. Et du coup, en vrai, j'ai un peu répondu avant. Mais vu que c'est des machines qui font tout, non. En plus de ça, on est assuré. On passe par des intermédiaires qui assurent du coup les marchandises. Et si l'usine ne produit pas ce que j'ai commandé, bah, ils vont juste pas être payés. Donc c'est pas dans leur intérêt. C'est clairement pas dans leur intérêt. En plus de ça, l'usine, c'est l'usine de NIT avec laquelle on travaille depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Peut-être même 2 ans maintenant. Et la croissance qu'on a eue avec eux, au début on commandait des 100 pièces, 200 pièces, maintenant on commande des 8, 10 000 pièces. Je dis pas qu'on commandera des volumes comme ça tout le temps, mais clairement ils n'ont pas intérêt de nous perdre. Donc au contraire, ils ont plutôt intérêt à être parfaits que de ne pas l'être. En tout cas, c'est s'ils veulent continuer de bosser avec nous, mais s'ils veulent de l'argent, ils vont continuer de bosser avec nous. Tu penses réaliser ce qui se passe? Bah toujours pas. Croyais-tu à l'ampleur du projet Attends. Croyais-tu à l'ampleur que le projet allait faire aujourd'hui, à tes débuts? Quand j'ai commencé à FV il y a un peu moins de 6 ans du coup aujourd'hui, je savais qu'il était possible de faire quelque chose sur le travail d'une vie. Genre, je savais que sur FV, je sais qu'avec FV, au bout d'un moment, j'allais réussir potentiellement à impacter la vie des gens autour de moi, de gagner ma vie, de faire des trucs cool, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Quelle partie du monde voudrais-tu visiter et pourquoi? Suite au fait que je gagne pas mal d'argent, pas mal de proches m'ont recommandé, mais tu devrais voyager, etc. etc. Et en vrai, c'est pas un truc qui m'excite plus que ça de voyager. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire déjà en France, créer des trucs et tout, que le fait de voyager dans un autre pays, forcément c'est cool, j'adorerais, mais j'adore déjà tellement ce que je fais quand je crée des trucs que je suis pas tant stimulé par le voyage. Peut-être que j'essaie de voyager là bientôt, quand on aura envoyé toutes les commandes et que tout sera réglé. Peut-être que je prendrai, je sais pas, 10 jours de vacances et tout, ce serait bien. Mais voilà. Je kifferais aller aux États-Unis. Malheureusement, je peux pas y aller parce que je suis pas vacciné pour le Covid. Et c'est un des seuls pays encore, je crois, qui demande le vaccin. Et vu que j'ai phobie totale des aiguilles, c'est même pas la peine. Je préfère me restreindre et tant pis, j'irai plus tard. Voilà. Est-ce que tu es heureux? Mais du coup, je sais pas. En vrai, je suis heureux parce que. De toute façon, je sais pas si t'es heureux. C'est pas une constante être heureux, mais. Je sais pas. Dans l'état aujourd'hui, là, actuellement, où j'enregistre le podcast, c'est pas le top moment. Mais ça va, c'est cool. Il se passe des trucs cool quand même. Après, c'est que les questions par rapport à la logistique, etc. Donc,
pas super intéressantes. Enfin, j'ai déjà répondu en fait. Je vais changer de compte, et là, il y aura d'autres questions. Je me rappelle de quelques questions, ce serait cool que je puisse les retrouver. Archive. Des fois, je pose des stories comme ça, du coup, pour interagir avec les podcasts ou contribuer aux vidéos. Ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram. Vraiment, c'est le pire placement que je puisse faire, mais la vérité, les questions et tout, elles sont grave intéressantes, et je les fais grâce aux questions que vous me posez sur Instagram. Donc si vous voulez peut-être contribuer aux autres podcasts, vous savez où me trouver, @FAUB. Comment ton entourage a réagi? Parents, amis. Mes parents. En gros, j'avais fait un truc, je sais pas si on le voit derrière moi, mais là, il y a un compteur de commandes Shopify. Et j'avais donné accès à ma mère à un lien qui donnait accès au nombre de commandes. Et en gros, elle était au cinéma. Et au cinéma, bah, t'as pas de réseau de téléphone. Et le drop arrive. Et en gros, je crois qu'elle m'envoie juste un message alors. Je lui avais dit, s'il te plaît, m'appelle pas, je serai pas disponible, je t'appellerai quand je serai disponible et tout. Donc elle m'envoie pas de news, elle m'envoie juste un alors. Et genre, je lui dis juste les chiffres. Et en gros, moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai annoncé les chiffres à ma famille et à mon entourage, et ben, tout le monde y a cru direct. Parce qu'en gros, c'est débile, mais moi je pensais que les gens allaient penser que c'était pas sérieux. En gros, personne m'a dit non, sérieux, ou je te crois pas, ou tu mens. Tout le monde y a cru direct. Et c'est assez fou parce que, comment dire, moi on me dit ça, pour moi c'était tellement absurde comme chiffre que je pensais pas que les gens allaient croire que c'était vrai. Et même par exemple sur Twitter et tout, pendant une semaine ou deux, on n'a pas dit les chiffres. Et j'ai juste dit ouais, bah, vous venez de changer ma vie parce que c'est le cas, tu vois, ça a changé ma vie ce drop. Et sans que je dise les chiffres, tout le monde avait capté que c'était une ampleur de zinzin. Et vraiment une ampleur de fou. C'est assez marrant. Du coup, mes parents, bah, c'est assez bizarre. Je pense que je peux pas répondre à leur place. J'en parle pas trop de la dimension, par exemple, argent. Parce que c'est pas des questions que je pose particulièrement, mais c'est bizarre. Eux, ils font des métiers beaucoup plus classiques que moi. Donc, ils sont pas forcément habitués à des trucs comme ça et tout. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je ferai un podcast avec eux et on leur demandera. Je sais pas si je suis prêt à les montrer sur Internet. Mais ça pourrait être intéressant un jour d'échanger avec ça. Et mes amis, j'ai peu d'amis, globalement. En fait, la plupart de mes amis étaient là au moment du drop et l'ont vécu avec moi. Donc ils l'ont compris. Ils étaient là avant, ils étaient là après. Mes proches, au-delà de mes amis, comme je dis, j'en ai très peu en fait. Donc je sais pas comment ils ont réagi, les gens qui sont éloignés de moi, parce que je suis éloigné d'eux en fait. Mais c'est particulier. Et au-delà de la dimension de l'argent, tout le monde est assez content du succès. J'ai pu parler avec quelques gens de ma famille qui m'avaient dit... je parlais avec des gens de ma famille et un truc m'a touché. C'est une personne qui m'a dit ouais, t'as testé un truc sur Internet et tout, et tu m'as prouvé qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et ça m'a fait plaisir parce que moi, quand j'ai arrêté les études, du coup, quand j'avais 18 ans, je me suis pas dit je vais lancer une marque de vêtements. J'ai vraiment dit, et dans les vidéos que je faisais et tout à l'époque, on pourra retrouver des moments où je dis ça précisément, mais j'ai dit, et je m'étais promis de tester quelque chose sur Internet, faire quelque chose avec Internet. J'étais convaincu qu'Internet était un moyen formidable pour créer des projets, pour gagner sa vie, pour créer des choses folles dans ce monde, en fait. Et cette personne-là m'a dit, avec le drop et ces années de travail, tu m'as prouvé qu'il était possible de créer quelque chose. Et ça m'a touché parce que j'étais content de voir que ma vision était enfin récompensée et un peu justifiée, on va dire. Donc très cool. Ma famille, forcément, elle est très contente. Enfin, mon père, ma mère et mon frère, ils sont contents. Ils sont contents de voir, ils passent au local, voir un peu comment ça avance, les nouveaux meubles, les nouvelles machines, voir un peu ce qui évolue. Je sais pas s'ils sont plus contents que quand ça évoluait déjà avant, parce qu'en fait, je leur montrais un peu toujours tout. Ils regardent mes vidéos, ils écoutent des fois les podcasts, donc ils savent un peu ce qui se passe. Pour eux, c'était un peu la suite logique. Je pense que s'ils me laissent faire ça, c'est qu'ils ont confiance et ils savaient que ça allait arriver comme ça un jour. Que ça arrivait à une telle dimension, je sais pas. Je sais pas. Faudrait leur demander. Comptes-tu collaborer avec d'autres artistes comme Balcoculus? Ouais, de fou. Là, on a travaillé avec Balcoculus sur ce projet. Il y a pas mal d'artistes qui m'intéressent. J'en ai plein d'idées. Ça viendra. FV va devenir une plateforme créative. Je le dis, vous le verrez de toute façon avec le live, on va un peu plus vous expliquer. C'est un peu ça que je vais annoncer. Mais en gros, pour moi, FV n'est pas une marque de vêtements, c'est une plateforme créative. Au-delà d'être de vendre des vêtements, on fait plein de choses qui nous définissent bien au-delà de juste vendre des vêtements. Et j'ai grave envie d'accompagner des artistes sur des projets comme ça, en fait. Là, au-delà d'avoir juste vendu des vêtements qu'un artiste nous a créés, on l'a payé, on l'a bien rémunéré.
justement rémunéré en fait. Et on lui a aussi proposé une plateforme de fou médiatique. Il a été relié sur des médias, on a parlé de lui, il a explosé sur les réseaux. Et en fait, là, pour moi, Alcoculus, il peut se lancer en fait dans sa carrière artistique. Pas forcément à plein temps, mais il peut vendre des tableaux, il va en vendre grâce à ça. Il a des projets qui lui sont proposés, je sais pas, peut-être des covers et tout. Enfin, en gros, ça, c'est une opportunité de carrière pour lui. Et à terme, je pense que ça va être. Il y a déjà des artistes qui me contactent et tout pour bosser avec moi. Il y a des agents d'artistes qui me contactent pour placer leurs artistes. Parce qu'en fait, bosser avec FV devient un objectif et devient une opportunité de carrière de fou pour beaucoup. Ça peut faire péter des artistes en fait. Et ça, j'en ai conscience. Et j'en suis trop fier. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et c'est tellement gagnant-gagnant comme échange. Il y a des artistes qui n'ont pas les moyens de réaliser leurs projets, mais qui sont très bons. Et en fait, passer par une plateforme comme nous leur permet de réaliser des projets, des vêtements, des créations, des événements qu'ils n'auraient jamais pu avant. Et nous, on a besoin d'eux pour créer des expériences folles. Eux, ils ont besoin de nous pour créer des expériences auxquelles ils n'ont pas les moyens. Et enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Vous verrez. Est-ce que tu penses que les marques indépendantes de vêtements vont se développer prochainement en shop? Je sais pas. Je pense qu'on arrive dans une ère où Internet règne quand même beaucoup et c'est tellement moins de problèmes. Dites-vous que là, par exemple, avec ce drop, on a investi du coup 600 € de prototype. Forcément, le cachet qu'a pris l'artiste, les frais d'avocat, les frais comptables, etc., etc. Mais au global, on n'a pas investi non plus des milliers d'euros et on a pu gagner des dizaines de milliers d'euros. En fait, la verticale est tellement folle. Tu peux prendre très peu de risques et gagner beaucoup grâce à Internet. En boutique, tu es beaucoup plus limité par ton espace, par la ville, par le trafic. Enfin, c'est plus se mettre une épine dans le pied. Et en fait, surtout, vendre en boutique, ça coûte beaucoup d'argent. Moi, je peux pas vendre mes vêtements en boutique parce que on ne marge pas assez sur le produit. Si je voulais vendre en boutique, je devrais vendre, je pense, mes pulls 130, 140 € pour que moi, je puisse faire un bénéfice et que la boutique puisse faire un bénéfice. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et les marques qui sont en boutique, elles, ont des marges qui le permettent. Et en fait, on n'a plus forcément besoin du physique de manière permanente. Sur des coûts et tout, c'est super important. Mais être vendu en boutique, je pense pas que ce soit aussi essentiel qu'avant. Voilà. C'est super intéressant d'avoir une distribution partout, mais voilà. Quel conseil tu pourrais me donner si je veux lancer une marque de vêtements? En vrai, juste créer des bons produits. Et donc, quand je dis créer des bons produits, pour moi, c'est ça qui fonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire créer des bons produits? Bah, c'est à toi de savoir. C'est à toi de travailler pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bon produit et comment le mettre en avant aux yeux des bonnes personnes, quoi. Il y a des questions, elle me fume. Pourrais-tu nous parler un peu plus de Balcoculus? En vrai, je vais pas parler pour lui. Allez regarder son travail, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Cherchez Balcoculus, vous le trouverez. Il a aussi fait une interview sur 99 références. Il voulait parler du drop et je leur ai dit, mais allez parler avec lui, ce sera la meilleure personne. Et donc là, vous pourrez comprendre un peu mieux qui c'est et tout. C'est un artiste de 20 ou 21 ans, peut-être je me trompe, français, qui fait de la peinture, mais en fait qui crée sur tout support et qui explore son univers. Mais j'ai pas envie d'interpréter son art alors que c'est son art, quoi. Est-ce que je suis content de moi? Je suis fier de moi un peu, ouais. Je suis content de l'avoir fait. Même si c'est quand même assez déstabilisant. Comment t'as trouvé ton nouveau local aussi vite? Le Bon Coin. En fait, il y a plusieurs sites sur lesquels je fouille. Se loger, je crois qu'il y en a plusieurs, mais je regarde pas trop. Il y a Bureaux Locaux, qui est pas mal. On avait trouvé le premier local dessus. Bureaux Locaux. Et il y a Le Bon Coin. Et là, c'est sur Le Bon Coin. Passer un coup de fil, on a visité, et ça, c'est fait. Quel est mon plus grand regret? Mais de ne pas avoir vu plus loin, ce que je disais plus tôt, de ne pas avoir vu plus loin dans ce qui était possible de faire. Là, je suis frustré de ne pas avoir développé ma vision assez loin et d'avoir accompli tout ce que je voulais accomplir à 22 ans. Et c'est un peu triste. Voilà, c'est un peu mon plus grand regret. Mais c'est pas fini parce que ça se retravaille. Je vais pouvoir refixer de nouveaux objectifs, voir plus loin et tout. Comment expliques-tu la différence énorme entre les 7000 pulls vendus aujourd'hui et les 100 ou 200 vendus il y a un an? La différence, c'est que je sais beaucoup mieux communiquer. FV est beaucoup plus cool qu'avant. Donc ça va un peu avec le fait de communiquer. Et je sais beaucoup mieux créer un bon produit. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que si on voit le
premier produit que j'ai voulu créer, enfin l'idée que j'avais versus ce qui est sorti, mais c'est quasiment identique en fait. Dans les grandes lignes, c'est le même concept. Et les concepts de produits que je trouve sont bons. Et voilà. Pour moi, c'est ça qui a fait la différence. C'est que j'ai mieux affiné la manière dans laquelle je travaille. Et je faisais déjà ce que je faisais il y a 1 an, mais là, je le fais beaucoup mieux. J'ai pas forcément fait beaucoup de nouvelles choses. Ce que j'ai fait de plus, c'est les mails. J'ai fait un peu de mails pour vendre les pulls, etc. Mais par exemple, j'ai pas fait de trucs magiques en mode j'ai fait la publicité Facebook, j'ai fait un placement de produit, machin. Non, j'ai pas fait ça. C'est vraiment juste le produit qui est meilleur, quoi. Il est encore meilleur. Il était déjà très bon avant, mais là, il est meilleur. Est-ce que ça fait peur de voir des si grands chiffres si jeunes? Ouais, de fou. Sur mon compte bancaire perso, là, je dois avoir genre 500 euros. Et pas d'économie, j'ai 0 économie. J'ai 500 euros sur mon compte. Et ça me permet de payer, par exemple, les places de concert, etc., que j'évoquais plus tôt. Et ça, c'est l'argent que j'ai quand je vends des trucs perso, genre des paires de chaussures, des bricoles et tout. Mais vu que je ne verse pas de salaire, j'ai pas d'argent perso. Et là, par exemple, si on ouvre le compte de la boîte, wow, il y a plus d'1 demi-million dessus. Genre, il y a un gap assez bizarre. Et en gros, j'en parlais souvent, déjà il y a longtemps en fait. Mais vu que j'ai ma vie perso, où je dépense comme un être humain normal, voire beaucoup moins, et ma vie pro, où je dépense comme une entreprise normale, c'est assez bizarre de jongler entre les deux. Dans le sens en fait où un humain perso, il va jamais dépenser, il va rarement dépenser plus de 2000 euros par mois en fait. Un humain perso, il dépense sa bouffe, son loyer, des fois son prêt, son crédit, ses études, mais il dépense rarement plus de 2000 euros par mois. Pour une boîte, ce mois-ci, on va dépenser peut-être 10-15 000 euros entre l'aménagement et tout. Et en fait, ce qui est super bizarre, c'est que tu utilises le même outil à chaque fois qui est ta carte bancaire, et tu t'habitues super vite à payer des sommes délirantes d'argent avec une carte bancaire. Et encore une fois, c'est très bizarre à comprendre quand tu le vis pas, mais pour moi, c'est normal d'aller sur un site là et de commander pour 2000 euros d'emballage pour préparer les commandes. Sauf que dépenser 2000 euros pour un humain avec une carte bleue, normalement, ça devrait être beaucoup plus stressant. Et en fait, je fais la même action, et elle est perçue de la même manière par mon cerveau, qui est de dépenser de l'argent et des grosses sommes. Pour autant, l'action, elle est faite dans ma vie perso et dans ma vie pro. Mais du coup, je m'habitue de fou à dépenser des grosses sommes. Et moi, ça me fait peur de gérer mon argent perso de manière un peu pas sérieuse, parce que je suis habitué à dépenser des grosses sommes avec la marque de vêtements. Je dis ça c'est ma crainte, c'est un peu ce qui me fait peur. Dans les faits, dans la réalité, je suis super précautionneux par rapport à mon argent perso et je fais pas de grosses dingueries comme ça. Mais c'est un peu ça. Il y a aussi un gros truc, c'est que personne autour de moi m'a jamais habitué à gérer de l'argent comme ça. Comme personne m'a appris à gérer et créer une marque de vêtements, comme personne m'a appris à gérer et communiquer. Mais personne m'a appris à gérer de l'argent en fait. Là, il y a des questions, peut-être c'est intéressant d'acheter de l'immobilier, peut-être c'est intéressant de faire, je sais pas, des trucs comme ça, j'y connais rien. Il y a tellement de gens qui m'ont dit, mais vas-y, pars à Malte, machin. On reste en France, on paye nos impôts et tout. Mais toutes les questions d'impôts, d'argent, de comment gérer tout ça et tout, je sais pas le faire. Heureusement, j'ai un comptable, j'ai des personnes un peu à qui en parler, mais personne m'a appris. Et du coup, à 22 ans, je dois gérer tout ça. Et c'est l'opportunité d'une vie, c'est la chance d'une vie. Littéralement, et ma crainte c'est de ne pas savoir gérer ça à sa juste chance et valeur. On verra, c'est une expérience. Je vais gérer ça au mieux, je me fais confiance. Je pense pas être fou, j'ai pas fait d'achat de fou. Mais voilà un peu là où on en est. Super intéressante vos questions d'ailleurs, merci beaucoup. C'est cool parce que ça me permet de proposer du contenu en plus auquel j'avais pas pensé, qui sera intéressant dans le podcast. Comment as-tu géré du coup la suite niveau budget, investissement et salaire? En gros, super intéressant. Du coup, la première grosse sortie d'argent, ça va être les loyers qu'on a payés pour aménager dans le local. Ensuite, je me suis fixé une enveloppe de 5000 euros pour aménager le local. Donc on s'est fait kiffer. Avec 5000 euros, on a pris un canapé, une table, etc. Je dis ça en mode c'est un truc de fou. Mais en vrai, on a du coup, je me suis fixé une enveloppe, un budget à ne pas dépasser pour aménager le local, pour pouvoir commencer à travailler ici. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai pas voulu dépenser plus d'argent tant que les commandes n'étaient pas expédiées, livrées, etc. Parce que là, en fait, j'utilise l'argent des précommandes pour, du coup, les gérer. J'utilise de l'argent que j'ai pas encore techniquement gagné, dans le sens où les commandes ne sont pas envoyées. Il n'y a aucun souci à vont être envoyées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
je me sens pas légitime à me verser un salaire, à sortir de l'argent, à faire des investissements et prendre du risque en plus, tant que je n'ai pas rendu les comptes que je devais, en fait, qui sont d'expédier les commandes. Donc voilà un peu comment c'est actuellement. Tout est budgétisé pour pas dépasser, pour pas trop dépasser les trucs que je dois pas faire. Mais une fois qu'on aura du coup dépassé les commandes, envoyé tout ça et tout, je vais commencer à me payer. Peut-être que je vais me verser, je sais pas, un peu moins d'un SMIC tous les mois. Je sais pas encore en fait ma rémunération. Je sais pas ce que mon comptable va me dire. Peut-être qu'il va me dire tu peux te verser 2 000 € par mois, ça serait cool. Peut-être qu'il va me dire verse-toi moins qu'un SMIC. Peut-être qu'il va me dire je sais pas. Lui, il va essayer de voir un peu ce qui est juste par rapport à l'argent et comment elle rentre. Il y a aussi, vu que c'est un gros coup d'un coup, lui, il a pas encore confiance, mon comptable, sur le fait qu'on va le faire ça 2, 3, 4 fois. Moi, je sais qu'on peut le refaire et tout, on verra. Mais on va y aller mollo. Le but, c'est pas de cramer. En fait, je pense que je vais continuer de travailler comme si j'avais pas d'argent. En fait, refaire des projets, refaire des saps comme si on n'avait pas d'argent. Ce qui est cool, c'est qu'on prototype beaucoup là. On commande des samples, des pulls, des vestes, des t-shirts. Donc ça, c'est facile. C'est des 100, 200 € qui partent assez rapidement, mais qu'on peut se permettre sans trop regarder parce que c'est investir sur le futur et c'est pas une grosse prise de risque par rapport à l'argent qu'on a. Mais du coup, je fais vachement attention. Le plus gros achat que j'ai dû faire, c'est le canapé et mon nouveau téléphone parce que l'autre est mort. Mais là, on parle pas non plus de 10K qui ont été l'acheter ou une voiture ou je sais pas quoi. Vous allez pas me voir acheter une Ferrari ou une Lamborghini, clairement pas. Ou je ne sais quel autre artefact. Voilà. Si tu n'avais pas jamais fait la marque de vêtements, qu'est-ce que tu ferais actuellement? Peut-être j'aurais fait créer du contenu sur internet, mais en fait je sais pas quel type de contenu j'aurais créé. Je suis pas passionné par les jeux vidéo, donc j'aurais pas fait de gaming. Je suis pas drôle, donc j'aurais pas fait d'humour ou de divertissement. Je suis pas spécialement beau, donc je sais pas sur quoi j'aurais pu capitaliser. J'aurais trouvé, je pense, un support sur lequel créer du contenu. J'aurais créé des trucs sur internet, c'est sûr. Mais quoi, je sais pas. C'est aussi ça qui me fait peur, c'est que quand je disais que je sais pas quoi faire après, c'est que si j'arrête le textile et FV et si j'arrête FV en fait et tout ce que ça implique, je sais pas ce que je fais de ma vie en fait. Et c'est un peu vide, c'est un peu triste parce que j'ai rien d'autre. Je sais pas à quoi d'autre me rattacher autre que ça en fait. FV c'est littéralement ma vie entière, donc forcément si je dis d'arrêter ma vie et de recommencer de zéro, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais ouais, je sais pas ce que je ferais. Je sais pas ce que je ferais. Qu'est-ce que je pourrais kiffer? Je sais pas. Je vais réfléchir. Ça peut être intéressant. Ton premier cadeau que tu vas faire pour célébrer ce drop? Rien, hein. Franchement, je me suis pas fait de cadeau. Hein. Je me suis pas acheté de montre, je me suis pas acheté de vêtements particuliers. Non, rien. Rien. Même pas de. Rien de prévu. Hein. Et en fait, même pareil, on a pris le local. Ma daronne était en mode mais faut que tu fasses une pendaison de crémaillère et tout. J'étais en mode mais non, on va juste travailler parce qu'on a du boulot sur la planche là. Comment tu sens après ce changement? Bizarre de fou. Hein. Bizarre de fou. Un pantalon EV, ouais, ça arrive. Je pense en septembre, vous aurez droit au premier pantalon EV, qui va être plutôt cool, qui va être même excellent. Orem qui me demande est-ce que le drop t'a vraiment rendu heureux? Oui, dans sa construction, et pas forcément dans son résultat. Mais j'ai déjà répondu plus tôt. Mais ça résumera plutôt bien. Je pense, du coup, on me demande si je m'attendais à ce que ça fasse autant d'engouement. Jamais de la vie. Hein. Même dans mes rêves les plus fous, je pensais pas faire ça. En fait, déjà juste, dites-vous que je rêvais de faire 500 000 € cette année. On a fait 500 000 € en 550 minutes. Enfin, non, je m'attendais pas à ça. Clairement pas. Pour le premier local, j'avais fait pour rigoler, il m'avait demandé un prévisionnel, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Donc j'ai essayé de faire un peu un prévisionnel financier en mode qu'est-ce que je pourrais m'estimer gagner mois par mois. Et ça me paraissait tellement absurde de mettre, je sais pas, des mois à 100 000, des mois à 200 000 de chiffres. Et au final, c'est même plus déconnant dans l'échelle à laquelle on est. Enfin bref. Pardon. T'as eu le soutien de tes proches dans l'aventure de Forever Vacation? Est-ce que j'ai eu le soutien de mes proches dans l'aventure de Forever Vacation? Mes parents, oui. Mes amis en dehors du projet, pas forcément. En fait, pas forcément. Mes amis aujourd'hui, oui, parce que mes amis... les gens avec qui je traîne aujourd'hui, c'est des gens qui sont là à cause de Forever Vacation. Donc forcément, eux, ils soutiennent. Mais les gens qui étaient là avant Forever Vacation, la plupart ne sont plus là aujourd'hui, en fait. Sauf quelques-uns qui contribuent au projet aujourd'hui. Les gens qui étaient là avant, genre Hugo, peut-être j'ai déjà parlé de lui en podcast,
ou même il est là des fois au pop-up et tout, il est toujours là pour aider sur les gros événements, ça lui fait plaisir d'être là, et quel frère. Mais plus le temps passe, plus je me sépare des gens qui étaient là avant. Parce que... Mais en fait, c'est pas grave aussi, je leur demande pas de soutenir ou d'être là, en fait. Ils ont pas... Ils me doivent rien, enfin, je sais pas comment dire un truc, mais en gros, ils ont pas à me soutenir. Mais moi, j'avance tellement tête baissée dans ce projet que forcément, naturellement, tout ce qui rime pas avec ce projet disparaît avec le temps. Mais voilà. Et donc, en fait, aussi, ça peut être aussi un peu un... Tu peux construire un projet et faire un truc de fou même si tes proches ne croient pas en toi. J'ai la chance folle d'avoir des parents qui croient en ce que je fais, en tout cas, il me semble. Ça aide énormément. Je pense qu'il est quand même possible de construire sans avoir le support des parents, mais c'est beaucoup plus dur. Et du coup, je l'ai pas vécu, donc je ne saurais pas vous trop réagir par rapport à ça. Tu t'es déjà posé des questions par rapport à continuer ou non For Vacation, mais du coup, je disais oui, hein, toutes les semaines, tous les mois, ça m'arrive d'hésiter et tout. Beaucoup moins quand même maintenant, mais enfin, qu'est-ce que je dis? Bah non, toujours autant. Souvent, quand il y a des gros murs et des gros obstacles, tu remets en question si c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Et à chaque fois, bah, si je suis toujours là, c'est que la réponse est oui. Mais voilà. Comptez-vous changer de nom de marque? Wesh, c'est fou. J'avais pas vu cette question. Bah non. Non, For Vacation, c'est le meilleur nom. C'est le meilleur nom. Et je trouve qu'il complète très bien avec bah, du coup la vie comme expérience, qui est un peu notre slogan, qui est magnifique, qui est une phrase incroyable. Faut que je me la fasse tatouer. Faut que je me la fasse tatouer. J'essaie de trouver des questions plutôt intéressantes. Est-ce que tu arriverais à décrire le style de ta marque, vu toutes les directions artistiques que tu expérimentes avec For Vacation? Mais merci beaucoup pour ta question. Mais en fait, pour moi, For Vacation n'est pas une marque de vêtements. On n'a pas de collection comme des marques de vêtements, on n'a pas un fonctionnement comme des marques de vêtements. On propose des projets, on est un incubateur à projets, on est une plateforme. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de style par rapport... on n'est pas une direction artistique comme une marque de vêtements ou comme un projet, parce que chaque projet est tellement nouveau et redéfinit à chaque fois ce qu'on va faire. Et ce qui reste à chaque fois, c'est la structure, c'est notre expérience et la communauté et ce qu'on crée. Mais non, j'ai beaucoup de mal à définir le style de For Vacation, effectivement. J'ai tellement faim, là. Il faut que je commande à manger, c'est terrible. Ça donne quoi les recrutements pour taffer avec toi? Très bonne question. J'ai lancé du coup le mail team, team, @forever-vacation.com. En gros, je suis ouvert à toute candidature spontanée, etc. Si vous êtes sur Orléans ou même au-delà et que vous voulez bosser avec nous, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Que vous soyez artiste, créateur, marketeur, web designer, développeur, juste un mec qui a envie d'apprendre à bosser dans les vêtements ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des mails. Je cherche des profils pour bosser avec nous. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse dans l'immédiat, mais en gros, maintenant, dès que je cherche quelque chose, je vais dans la boîte mail, je tape un peu graphiste, designer, développeur, et je trouve du coup des gens qui nous connaissent, qui sont chauds de bosser avec nous. Et donc, ça me fait mon portefeuille de talents, en fait. Donc, ça donne quoi? Je vais diguer bientôt pour regarder tout ce qui va être stage, alternance, parce que ça, je peux faire et c'est cool. Mais tout ce qui va être mission, boulot et tout, bah, je regarde tous les profils en permanence, et dès que j'en ai un qui m'intéresse, je contacte. Mais t'attends pas forcément à avoir une réponse, mais envoie ton mail, parce que le fait de l'avoir là-bas, quand je chercherai, mais ça se trouve, ça sera dans 1 an, 2 ans, je chercherai toujours là-bas, et ça peut tomber sur toi. Ça peut tomber vraiment sur toi. Envoyez-moi vos travaux. Envoyez-moi ce que vous créez. Vous pouvez m'envoyer aussi un peu, si vous voulez raconter votre vie, vous pouvez. Mais moi, ce qui me parle le plus, c'est voir vos créations. Même si c'est des photos à l'iPhone dégueulasses de vos créations, de vos dessins, de vos peintures, de vos vêtements, Faites. Si vous avez des idées, racontez-les. Si vous avez En fait, donnez-moi envie de rajouter ce que vous faites à For Vacation. C'est ça. Beaucoup demandent comment trouver un bon fournisseur, mais en prototypant, en travaillant, et en fait, plus tu vas travailler avec des usines, un nombre d'usines, plus tu vas voir un peu quelles sont les bonnes usines pour toi, etc. Il n'y a pas de bonne réponse à ça, parce que c'est comme qu'est-ce que c'est un bon t-shirt, qu'est-ce que c'est un bon pull, ça dépend vraiment de ce que tu aimes toi. Et les usines en Europe, elles travaillent pas de la même manière que les usines en Chine, en Asie. Elles travaillent pas non plus de la même manière que celle au Pakistan, que celle en Turquie, que celle machin. Et donc une bonne usine, ça dépend vraiment de ce que toi tu cherches et de ce que tu veux faire. Du coup, essaie de définir ça, essaie de contacter des usines et voir celles qui fonctionnent, essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne bien avec toi, et du coup chercher
ses bons points dans les prochaines usines avec lesquelles tu vas travailler. Comment tu cherches une usine? Bah, du coup, sur Internet, T-shirt manufacturer Portugal, hoodie manufacturer Portugal, laser jacket manufacturer Portugal, sneakers manufacturer Portugal. Là, je dis que Portugal parce que Portugal, mais tu peux faire ça pour Chine, pour France, pour machin. Il y a plein de solutions, en fait. Et c'est Internet la réponse. Moi, pour le coup, je m'occupe plus du tout de ça. C'est les gens qui s'en occupent aujourd'hui chez For Vacation. Donc, c'est plus mon boulot. Je ne saurais pas te dire comment faire précisément, mais voilà. Par où commencer tout simplement? Très bonne question. T'as Marc qui me demande ça, donc Martin, par où commencer tout simplement? Mon gars, tu tweets, tu crées, tu parles avec des gens, mais pour moi, la première création, c'est l'interaction sociale. C'est tu publies, tu partages, tu échanges sur tes créations. Et même si t'as 3 abonnés, communique comme si t'étais le meilleur artiste de tous les temps. Interagis avec les gens, demande-leur un avis, mentionne-les. Et ça démarre comme ça. Ça démarre comme ça. J'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé avec 0 abonné. J'ai commencé avec 0 follower. J'ai commencé avec 0 contact. J'ai commencé avec 0 connaissance. J'ai commencé avec 0 en faisant des vidéos YouTube où je parlais de ce que je kiffais. Et avec le temps, les gens ils se sont dit putain, j'aime bien ce qu'il raconte. Ils se sont intéressés. Et en 6 ans, ça a commencé. Et c'est bizarre aujourd'hui de visualiser que j'ai commencé avec 0 parce que vous me voyez avec X milliers d'abonnés sur Instagram, X résultats, mais j'ai commencé avec 0. J'ai commencé avec le compteur à 0 comme tout le monde. Vraiment comme tout le monde. Faut pas se dire que il n'y a pas de recette magique, c'est juste j'ai créé, j'ai partagé, j'ai échangé, j'ai communiqué, j'ai échangé. Sur Twitter, tu vas parler avec des gens, mais pas pour être là, juste parler parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Mais faut être actif, faut être dans une démarche de création, il faut s'ouvrir. Et pas où commencer pour moi, c'est ça. Même si c'est moche, même si c'est un projet en cours, même si c'est pas fini, tu peux partager. Et tu auras des retours, tu auras des réactions. Les gens, peut-être qu'ils vont s'intéresser, peut-être qu'ils vont trouver ça cool, peut-être qu'ils vont te le dire, machin. C'est comme ça que ça commence. Comment vas-tu appréhender ton prochain projet? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Merci François Hullet. Et du coup, je prends ta question, mais en fait, pas mal de gens me demandent ça. Est-ce que j'ai peur de la suite? Comment j'apprends le prochain projet? Et c'est super intéressant. Beaucoup de gens se questionnent là-dessus. Et c'est vrai en fait que c'est logique de se demander mais est-ce que tu as peur de la suite? Comment tu vas faire après et tout? Et les gars, je vais juste faire. J'ai tellement pas peur de la suite. En fait, j'ai compris pourquoi ça va fonctionner. Et les prochains projets vont fonctionner à leur échelle. J'ai vraiment pas peur. Je vais pas me prendre de flop parce qu'à chaque fois qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas sur FV, quand je les publie, quand je dis ne pas fonctionner, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Si je sors un produit sur FV, ça fonctionne. Soit ça fonctionne en termes de vente, soit ça fonctionne en termes de communication. Certes, il y a des produits qui vont pas se vendre, mais c'est que je les ai pas forcément faits pour qu'ils se vendent. Le produit Time Capsule, c'est un t-shirt que j'ai sorti, que tu commandes aujourd'hui. Enfin, il est plus dispo, mais que tu commandais. Tu te laissais un message et il arrivait dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans chez toi. Forcément, c'est quelque chose que très peu de gens ont commandé. Par contre, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vu, réagi, interagi. Donc le produit a fonctionné. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les prochains projets avec FV, si on les sort, ils fonctionneront. Peut-être pas sur le plan financier au même point que ce drop-là, mais ils fonctionneront en termes d'audience, de communication, d'interaction, de tout ce que tu veux. Si on sort le projet, c'est qu'on a des attentes, et en général, on les atteint parce qu'on travaille pour. J'ai pas peur par rapport au après. Les prochains vêtements vont être encore plus cool, avec des mécaniques encore plus intéressantes, avec une meilleure communication. Je sais encore... En fait, là, tout ce que j'ai fait, je peux le refaire, et je sais encore ce que je peux faire de mieux pour la prochaine fois, et je vais le faire, et donc j'ai pas peur. Je pense que cette année, pour moi cette année, j'ai quelques pistes de drop qui peuvent encore mieux fonctionner. J'ai 2 ou 3 cartes encore à jouer, de drop qui pourraient encore fonctionner. Si j'ai envie, je me sens capable d'avoir un drop qui fait pareil, sur d'autres produits, totalement nouveaux, totalement différents. Parce que je pense avoir capté un peu ce qui fonctionne, etc. On verra si je le fais et tout, peut-être que je m'enflamme et tout, mais pour moi, je suis confiant sur le fait que le après, en tout cas le après me fait pas peur. Et encore une fois, j'ai construit avec 0. Je sais sortir de nulle part et vendre des vêtements et faire parler de moi. Donc, même si c'est un flop et que je retourne à 0, je saurais me débrouiller en repartant de 0. C'est ça que je veux dire. Je m'exprime bien, hein, ça va. Je trouve que j'exprime plutôt bien mes idées, c'est cool. Penses-tu te diversifier à l'avenir? Ouais, les vêtements, c'était que le début. Là, on va proposer beaucoup d'autres choses. Si je préfère un festival avec EV, je le ferai. Si je préfère une mixtape avec EV, je le ferai. Si je préfère, je sais pas, une compagnie aérienne avec EV, on va le faire. Enfin, on va tout faire. Franchement.
J'étais pas avec mes darons pour leur réaction. C'est vrai que ça aurait été marrant qu'ils sachent pas les résultats et qu'ils le découvrent en direct en étant là à côté d'eux. Ça aurait été cool. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura d'autres drops. Mais bon, là, ça va être compliqué de faire mieux et de les surprendre. Pas mal de questions, encore une fois, auxquelles j'ai déjà répondu. Du coup, je suis obligé un peu de skip. Jusqu'où tu souhaites aller avec ta marque For Vacation? Bah, en fait, c'est toujours ça la question. C'est que je ne sais pas. Je veux impacter la vie des gens autour de moi, je l'ai fait. Je veux changer la vie des gens autour de moi, ou de quelques personnes, bah, je l'ai déjà fait pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens auxquels je sais peut-être qu'ils m'ont croisé pendant une journée, un mois, un an, et je sais que j'ai changé leur vie et c'est génial. Euh, J'ai toujours dit que je voulais changer la vie des gens autour de moi et c'est pour ça que je dis que je sais pas ce que je vais faire en plus avec AV là. Il y a d'autres univers à aller explorer et d'autres médiums à explorer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais pour le coup, j'ai pas redéfini les nouveaux objectifs. Voilà. J'ai répondu pas mal aux questions. J'espère qu'on n'aura pas trop oublié. Mais c'était vachement intéressant. On arrive à 1h30 de podcast. Est-ce qu'il y a des sujets que j'aimerais aborder que je pense pas? Donc, globalement, si vous écoutez ce podcast, que vous avez un projet, une marque de vêtements, pour moi, ce drop, en gros, c'était une réussite. Ok, une réussite en termes de vente financière, succès, tout ce que vous voulez. Mais il se passe un truc de fou là. Il se passe vraiment un truc sincèrement auquel je crois beaucoup, c'est qu'on a un shift super intéressant dans la consommation des gens autour de nous, par rapport au textile, par rapport aux indépendants, par rapport aux artistes, par rapport aux artisans du textile. On a de plus en plus de gens qui sont prêts à acheter des vêtements de jeunes créateurs. C'est des chiffres qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a des années. Les gens commencent de plus en plus à commander chez des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est devenu normal en fait. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé comme vous, avec 0 abonné. Peut-être que vous commencez avec des meilleures bases que moi, en fait. Littéralement. Regardez mes premières vidéos, regardez mes premiers podcasts. Regardez les vieilles publications FV, les vieilles vidéos, tout. Vous verrez que je suis pas plus fort que vous. J'ai commencé en n'étant pas plus fort que vous. Le drop, pour moi, c'était une réussite pour le milieu et pour tout ce que ça représentait. J'ai fait un post Instagram une semaine après le drop et j'ai utilisé de très beaux mots à mes yeux. Il faut que je les retrouve. Mais en gros, je disais, ça m'a prouvé une chose, que c'est faisable. On peut le faire. On peut créer des choses sur Internet et en vivre. On peut marquer notre génération. Je suis en train de le faire. À mes yeux, je suis en train de marquer les yeux de quelques personnes de ma génération et c'est génial. Genre là, si je disparais, peut-être que j'aurais laissé ma trace et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il y a des gens qui sont d'ailleurs tellement de gens forts autour de nous, là, vous rendez pas compte à quel point le drop, et pas que le mien, hein, il y a beaucoup de marques indé qui vendent beaucoup en ce moment et c'est un big signe qu'il se passe quelque chose. Bref, vous avez les outils de créer quelque chose de grand. N'ayez pas peur de voir beaucoup plus loin. Là, aujourd'hui, ma plus grosse frustration, c'est de ne pas avoir vu encore plus loin. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez devenir les meilleurs si c'est ce que vous voulez. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez aujourd'hui la preuve avec ce projet qu'il est possible de créer une marque de vêtements et de vendre des volumes qui font frémir mon comptable de fou, quoi. En partant de rien, littéralement, en partant de rien. J'ai tout appris avec Internet sans dépenser le moindre euro de formation. Ça m'a pris 6 ans. Mais j'ai appris l'anglais sur Internet, j'ai appris à créer des vêtements sur Internet, j'ai appris à gérer une entreprise sur Internet, j'ai appris à tout faire sur Internet, en échangeant avec des gens, en discutant, en interagissant, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et la preuve, c'est que j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui tourne, je paye des gens, je vais pas me rémunérer, on a un local, on fait des trucs de fou. Tout ça, grâce à Internet, grâce aux mêmes ressources que vous avez. Voilà. Vous avez du temps devant vous. Peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 14 ans, que vous ayez 36 ans, vous pouvez faire des trucs de fou. Mais juste passer à l'action, commencer à créer. Vous voulez regretter de passer à côté de ça? Enfin, vous vous rendez pas compte. Et même si... Et pas besoin de faire 500 000 euros pour faire un truc de fou, en fait. Pas besoin de ça. Même si votre projet n'est pas lucratif et n'est pas dans le but de faire de l'argent, vous avez moyen de faire des trucs de fou. Internet nous donne des outils de fou et j'en suis la preuve vivante en fait. C'est juste ça que je veux vous prouver avec ce podcast, c'est que vous pouvez tous le faire. Si vous avez pris 1h30 de votre temps à écouter ce que je raconte là,
vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens de le faire. Et je crois en vous, littéralement. Je vous jure que je crois en vous. Voilà. J'espère que ces ressources pourront vous aider. Encore une fois, je suis désolé pour... je veux pas blesser les gens avec ce que je dis dans mon podcast. Quand je parle d'argent, c'est très compliqué. Je sais qu'il y a des étudiants qui galèrent d'argent. Je sais. Je l'ai pas vécu, j'ai la chance de pas avoir vécu de galère d'argent. Je sais qu'il y a des gens qui ont un taf de merde qu'ils aiment pas, qui sont payés au SMIC, des fois même ils sont pas payés pour des heures sup. Je le sais tout ça. Et je sais que je suis dans une chance et que j'ai un privilège monstre avec ce qui m'arrive. Mais et quand je parle d'argent, des fois peut-être que j'ai des trucs qui vous ont blessé et c'est vraiment pas le but. Je veux juste partager mes idées comme moi je les ai vécues avec ma perspective et ma vie, qui n'est pas la même que la vôtre c'est le cas, c'est un fait. Et voilà, si j'ai blessé des gens, j'en suis désolé, mais je voulais absolument évoquer toutes ces idées en termes d'argent, de relations sociales, de tout le plus transparent possible. Mais mon intention n'est en aucun cas de faire le prouveur, de vous blesser, de quoi que ce soit. Vous me verrez pas avec, tout de suite en tout cas, avec une Rolex, avec une voiture de fou. Quand je parle d'argent, je sais que ça peut être très troublant, on parle de somme de fou, quoi, tu vois. Je sais que c'est beaucoup d'argent et tout, mais je veux pas que... bref, je veux pas que ça crée un truc bizarre. Je veux pouvoir en parler sans que ça soit perçu de manière négative par vous. Forcément, les gens qui perçoivent ça de manière négative, et tant pis. Mais je veux que vous compreniez que c'est purement un but éducatif, de partage. Et en fait, EV, on le construit en communauté et ensemble. Si je vous parle pas de ça, c'est plus FV. Ce qui s'est passé après le drop, c'est que j'ai flippé. J'étais en mode, mais je peux pas parler de ces chiffres. Les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont pas... Ils vont être bizarres et tout. Pendant une semaine, j'étais vraiment en mode en train de vouloir communiquer de manière beaucoup plus pro, d'arrêter d'être le schlag que je suis. Et je me suis repris à un moment, et j'étais en mode, mais en fait, mais c'est plus moi là. Là, je suis plus moi-même. Il faut que je continue de communiquer. Et coûte que coûte, je communiquerai de manière toujours aussi transparente, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen qu'on a pour nous tous de mettre en partage ces ressources, ces informations. Et donc, si je partage ces infos, déjà, ça a été un... On va le faire, mais pour moi, c'est ça, FV, c'est ça. Et voilà, quoi. Désolé, là, je me perds beaucoup dans mes idées, mais voilà un peu ce qui s'est passé. Je fais toujours attention quand même au côté social. Enfin, les relations humaines, c'est toujours le truc que je maîtrise le moins, et c'est très bizarre ce qui se passe. Ma plus grosse peur, et là où je fais vraiment attention, c'est les requins. Il y en a qui, depuis qu'il y a de l'argent, qui essayent forcément de prendre leur part du gâteau. Je capte et tout. Il y en aura toujours. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Et voilà un peu où j'en suis. Je pense plutôt bien gérer ça pour l'instant. Je suis vachement confiant sur le futur. Même si je sais pas ce que je veux faire. C'est terrible. Mais voilà. N'hésitez pas, si vous regardez du coup sur YouTube, à commenter. Les podcasts, ils sont sur plusieurs plateformes. Il n'y a que YouTube qui vous laisse la possibilité de mettre un commentaire. Mais du coup, si vous voulez réagir un peu à ce qui se dit de manière publique, n'hésitez pas à le faire sur YouTube. Sinon, si vous voulez échanger de manière privée, envoyez-moi un DM sur Instagram. Avec plaisir de rebondir là-dessus. Et voilà, quoi. Genre... là, j'ai un peu le sentiment de ça y est, je l'ai fait. C'est cool. Mais du coup, c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté pendant tout ce temps. J'espère que malgré le fait qu'il soit très particulier comme podcast, vous aurez pu en retirer quelque chose, que vous ne regrettez pas d'avoir passé tout ce temps avec moi. On se retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo. Et je tiens encore une fois sincèrement à remercier tous les gens qui ont contribué à ce projet, en écoutant les podcasts, en regardant les vidéos YouTube, en achetant des vêtements une fois, en partageant un post sur Twitter, en mettant en story des photos du drop, enfin, en achetant peut-être même les produits. Enfin, vous vous rendez pas compte que toutes ces petites actions, même s'il n'y a pas forcément la transaction d'achat, vous permettez de faire des grandes choses à n'importe qui, que ce soit moi, un rappeur, un créateur, un artiste. C'est ça qui fait changer les choses. Voilà. Et je l'ai compris, et c'est pour ça qu'EV va changer et deviendra une plateforme pour vous permettre à tous, un jour ou l'autre, de péter et de faire de grandes choses. Voilà. Merci encore. Sincèrement. C'est cool, hein, quand même.
Ça y est. J'ai enfin réussi à enregistrer tout ça. À plus.